C'est parti. Bon, c'est parti. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur OVNI Paris et merci de vous connecter maintenant, c'est sympa. Et puis aussi, bienvenue à tous les gens qui se connecteront sur YouTube. Je pense que c'est ce que vont faire la majorité des gens. C'est de plus en plus comme ça, c'est de plus en plus du différé. Donc, bien sûr, merci à Bragui de revenir sur OVNI Paris parce qu'il était venu, ça fait déjà 4 ans, c'est incroyable parce que le temps passe vite. Hmm. Bonjour Patrice, ça va? Bonjour. C'était en avril 2022 et tu nous avais parlé donc de c'était cryptide et puis ufologie, quelque chose comme ça, C'est ça, c'était autour du Dogman, du Bigfoot, c'est du ces êtres Bigfoot. Voilà. anthropomorphiques que l'on peut voir quelquefois en parallèle d'OVNI, hein. Des fois, on a des affaires qui rattachent les deux, donc ça me paraissait intéressant de faire le pont, surtout sur OVNI Paris. OK. Et puis moi, si tu veux, OVNI Paris, bien sûr, comme le nom l'indique, ce sont les ovnis, mais j'hésite pas à sortir un peu des sentiers battus parce que on sait bien que les phénomènes sont liés. Parler d'opération, d'apparition, pas d'opération, d'apparition mariale, de crop circle, de un petit peu, j'ai un tout petit peu de crop circle. Je suis pas très fan des crop circle. Les mutilations animales, ce genre de choses qui sont à la marge de l'ufologie, mais qui peuvent ou pourraient en faire partie. Et quand on a quelqu'un comme toi qui est aussi à la marge de l'ufologie, je te considère comme étant à la marge de l'ufologie, il faut pas hésiter à le faire venir. Moi, j'hésite. Je ne fais pas venir, j'hésite pas, je ne fais pas venir tout ce qui est secte, vraiment les croyants, les gens qui sont embobinés dans une secte, ou qui ont des discours sectaires, je veux pas en entendre parler, ou qui font du business de manière éhontée, bon, ça c'est pareil. Et puis de l'autre côté, les sceptiques inconditionnels qui n'écoutent, qui ne s'intéressent à rien, sauf à critiquer et à nier, à tout nier par principe, j'en veux pas. Donc voilà, Mhm. donc, ça fait plaisir de te recevoir. Moi Je veux dire aussi, quand ça fait même une plaisir. chose, ce que nous allons discuter ici, ça n'implique pas que je prenne à mon compte, si tu veux, Mhm. ce que tu vas dire. Bien sûr. Ton discours est hétéroclite et moi je garde mon compte à moi, mais néanmoins, bien sûr, je le fais je t'accueille avec sympathie et pour que les choses avancent. Merci Patrice. Voilà. Donc je vais ouvrir ton document. Euh, voilà. Ça va être fait. Je mets en partage. Voilà. Donc le portail des phénomènes surnaturels par Bragi Belovac. C'est parti. J'affiche la page suivante, si elle veut. Et elle veut. Ouais, voilà. Donc, Bragi, voilà, le micro, la caméra sont à toi. Wow, super. Merci beaucoup Patrice. Tu parlais juste avant que tu me considérais à la marge et c'est bien. Je trouve que c'est une analyse intéressante parce que moi je me considère comme étant quelqu'un qui essaye de faire des ponts entre les choses. Simultané. Du coup, effectivement, je me considère comme étant un passeur, essayer de faire le pont entre les différents phénomène dit de mon côté surnaturel, et je mets bien le sur entre parenthèses, puisque pour moi, il n'y a que du naturel, et du naturel qu'on ne comprend pas toujours, hein. Il y a forcément des lois derrière ces phénomènes, mais ce sont peut-être pas les lois que nous, on a l'habitude d'expérimenter dans ce monde fait d'espace et de temps. Et on y va de plus en plus hein, sur cette théorie. Donc pour moi, les phénomènes sont surnaturels, et ils balayent aussi bien. Inexpliqué. Inexpliqué, plutôt Alors, que surnaturel. le inexpliqué, c'est ce que c'est le terme que j'employais avant, inexpliqué. Mais maintenant, j'emploie le terme de surnaturel. Entendu. Voilà. Et donc, pour moi, les ovnis, effectivement, sont à mettre en parallèle, comme tu l'as très bien dit dans ton introduction, avec d'autres types de phénomènes, parce que bien souvent, quand on va sur le terrain, et je pense que il faut être aveugle pour pas s'en rendre compte, quand on écoute les témoins, quand les témoins veulent bien aussi s'ouvrir, parce qu'on a aussi des témoins qui, pour montrer que le phénomène ovni est crédible, ce qu'ils ont vécu au niveau ovni est crédible, ils taisent
ce qu'ils ont vécu dans le reste de leur vie, à savoir quelquefois des sorties de corps, des phénomènes de hantise chez eux, de la précognition, euh, tout un tas de phénomènes en fait qui font partie de leur vie aussi bien que les ovnis. Donc moi, quand j'ai fait pendant 3 ans vraiment du terrain à fond, je n'avais pas d'idée préconçue. J'étais ouvert à tout. J'avais d'ailleurs une vision très tôt les boulons, hein, clairement. Et puis, au fur et à mesure que j'ai avancé pendant 3 ans dans notre association Picarde, hein, c'est bien, OVNI Paris, c'est cool parce que nous, l'Oise, on est juste au-dessus, hein, donc on est bien dans le bon secteur. On C'est a le les GEPI, OVNI non? et Paris. C'était le GEPI, Groupe Hmm. d'études et d'enquête sur les phénomènes inexpliqués. Nous étions une association loi 1901 reconnu en préfecture, hein, on avait tout déclaré comme il fallait, et puis on a été dépassé par notre succès parce que les gens nous ont fait confiance et on a fait énormément d'affaires en Nord-Pas-de-Calais, Picardie à l'époque, hein, les Hauts-de-France d'aujourd'hui. Et moi, au fur et à mesure que j'ai avancé dans le temps, je me suis dit, mais ah, c'est pas possible, tous ces gens ont un fil commun. Il y a une espèce de profil ou des profils qui se dessinent et dans lesquels on va retrouver des gens qui voient des ovnis, mais qui vivent aussi tout un tas d'autres phénomènes, comme tu les appelles, des phénomènes à la marge. Il y en a. Et beaucoup, hein, beaucoup. Il n'y a qu'à aller dans les repas ufologiques pour discuter avec des gens qui ont balayé les ovnis parce qu'ils en ont vu, puis au fur et à mesure, ils ont développé leur champ de vision parce qu'ils vivaient d'autres choses aussi. Donc c'est important, effectivement, pour moi, d'être à la marge, comme tu le dis, et de faire les ponts entre les choses. Et c'est ce qu'on va faire ce soir avec Qualon, le portail des phénomènes surnaturels, puisque j'essaye d'amener une espèce de grand mécanisme qui va essayer de trouver de la cohérence à l'intégralité de ces phénomènes en montrant qu'il y a une logique. Voilà, il y a une logique à tout ça. Et pour ce faire, et ça c'est incroyable, c'est que après que tu m'aies reçu en 2022, je comptais retourner dans l'anonymat, puisque mon but c'est pas d'exister médiatiquement, c'était juste de faire de vivre, enfin pas de vivre, de vivre ma passion, pas de vivre de ma passion, parce que j'ai un métier, mais vivre ma passion, continuer dans mon coin à réfléchir, à aller sur le terrain et à avancer sans pour autant avoir idée d'écrire un nouveau bouquin, pas du tout. Sauf que comme on va le voir après, j'ai eu la chance, donc en 2024, de voir un ovni moi-même, enfin, de voir un véritable ovni et d'être non seulement enquêteur, mais être aussi témoin. Et ça a changé complètement la donne, puisque c'est venu m'amener de l'information complémentaire, parce qu'au moment où j'ai vu ça, je me suis retrouvé avec tous les critères en tête. Aussitôt, j'ai cherché vite, vite, vite quel était le contexte, où je me trouvais, etc. J'ai balayé comme si j'enquêtais face à un témoin, un lambda, sauf que c'était moi le témoin. Donc c'est ça qui m'a fait avancer. Si je n'avais pas vu cet ovni, nous ne serions pas là ce soir et il n'y aurait pas Qualon. Donc ça, faut bien prendre ça en compte. Donc ce que je Wallon, vais... j'en profite pour dire que c'est un livre euh, on écrit, produit en autoproduction, c'est ça? Oui, sur Amazon, tout à Et, fait. Mais on peut et le qu'on peut prendre acheter avec par moi. Amazon Oui, mais directement par moi, c'est ou possible. directement par toi. OK. Oui, on peut même aller sur ma page Facebook. J'ai un lien qui envoie directement pour me passer commande. Il suffit d'aller sur Ouais, c'est mieux, bien mon sûr. profil Facebook et directement on me fait la demande et c'est moi qui vais envoyer. Par contre, ça sort directement de l'imprimerie Amazon et c'est envoyé directement chez les personnes. Voilà. Voilà Après cette parenthèse, vas-y. voilà, on ferme la parenthèse. Du coup, je vais essayer de vous dérouler dans le temps qui m'est imparti et Patrice m'arrêtera si nécessaire. Donc, mon propre témoignage d'OVNI, qu'est-ce qui a fait que du coup, je reviens avec un livre pour dire voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'en ai compris. Ensuite, on fera un parallèle entre les dogmanes, enfin le dogmane et puis les ovnis, parce qu'il y a des parallèles. J'expliquerai aussi qu'est-ce que le qualon, hein, quel est quel est ce mot et d'où je le sors et qu'est-ce qu'il amène derrière comme idée. On verra que c'est issu de la théosophie. Le fonctionnement du qualon, qu'est-ce que j'en ai compris, comment ça fonctionnerait et comment tout ça va venir s'imbriquer avec un ovni. Comment le qualon est percé par l'ovni en fait. Je montrerai que dans ce livre, il y a des lois que j'ai découvertes, des lois que j'ai découvertes par des tests que j'ai fait sur le terrain. Hein. C'est pas de la théorie, quoi, non, hein, c'est du terrain. Hein, c'est du terrain. C'est quelqu'un qui a vu un ovni, qui avait déjà de la bouteille à ce niveau-là, puis qui ensuite a été sur le terrain, sur des sites, notamment à Ravilliers, mais d'autres sites, et qui s'est rendu compte que ça marchait, quoi, non, que cette théorie fonctionnait.
Donc il y aura tout un tas de lois que je vais mettre en lumière pour vous montrer qu'effectivement les enquêteurs d'aujourd'hui doivent prendre en compte ces questionnements dans leurs enquêtes, à moins de vouloir passer à côté de certaines choses. Il est important que le territoire, le terrain, le terroir sur lequel arrivent les ovnis, sur lequel les témoins voient les ovnis, il est important que les enquêteurs s'approprient ce terroir, s'approprient ce territoire pour le comprendre. Il y a des messages aussi que l'OVNI nous apporte au-delà d'un message philosophique, d'un message technologique ou d'impact sur les témoins. Il faut aussi lire ça. Il y a une clé de lecture à ce niveau-là. Ensuite, j'expliquerai, moi, ma vision de ces ovnis. Pour moi, on est sur une espèce de faune. Hein, on va voir ça comme un biologiste. Il y a une faune derrière, dans les plans subtils, il y a une faune, et cette faune vient se manifester chez nous quand elle en a la possibilité. Moi, avant, je pensais que les ovnis apparaissaient où ils voulaient, quand ils voulaient, parce qu'ils maîtrisaient tout. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur de croire, hein, j'y croyais. Sauf que quand on regarde sur le terrain, on voit qu'en fait, ils utilisent des fenêtres d'apparition. Voilà, peut-être qu'ils les connaissent d'avance, hein, mais en tout cas, ils les utilisent. Donc, ils nous montrent que pour rentrer dans notre réalité, ils vont quand même s'insérer au travers de lois physiques pour pouvoir rentrer. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aussi au travers de certaines affaires, trois affaires que je vais faire, que je vais vous expliquer, notamment, je crois, celle d'Aravilliers, je crois que je l'avais mise là cette fois. Et puis enfin, je reviendrai sur ce que j'appelle les contextes tenseurs, et c'est vraiment la grande idée que je fais rejaillir. Qu'est-ce qu'un contexte tenseur? Ben, c'est justement le point poreux sur lequel l'OVNI va rentrer. Et il est important pour moi que les chercheurs de terrain, les ufologues de terrain, pas les théoriciens, hein, ceux vraiment qui vont sur le terrain, s'approprient Qualon pour, pas parce que c'est la vérité, mais parce que c'est un outil qui permet pour moi d'aller plus loin dans les enquêtes, et j'en fais la preuve tout au long du livre parce que je redétaille une trentaine d'enquêtes, notamment la vague belge, Aravilliers, euh, l'affaire de Prane, du bois de Prane. Il y a tout un tas d'enquêtes comme ça que j'ai voulu ramener sur le devant de la scène et remontrer moi avec ma vision ce que j'en ai tiré en plus. Et il y a de l'information en plus à en tirer. Donc il faut revaloriser ça et valoriser les futures enquêtes. Voilà, je vais te demander de passer à la suite, s'il te plaît, Patrice. Oui, voilà. Merci. Point de départ, donc c'est mes vacances en Corse. J'étais pas du tout dans l'optique de chercher des ovnis. Alors oui, j'avais quand même en tête, parce qu'il n'y a pas, dans une journée, il n'y a pas une heure où je ne pense pas inexpliqué, que je ne pense pas surnaturel. Je suis comme ça, je suis fabriqué ainsi depuis que je suis gamin. Ça s'est développé à partir de l'adolescence, mais j'y pense tout le temps. Donc, forcément, dès que je vis une chose de tous les jours, tout de suite, j'essaye de l'imbriquer avec mes recherches, en fait. Ça s'arrête jamais avec moi, hein. Donc là, j'étais en vacances le 20 juillet 2023, 22h20. Les dates sont importantes, à Calvi, en Corse. C'est le point de départ de Qualon, hein, puisque je viens de terminer Bigfoot Dogman entre matérialité et immatérialité. J'avais fini la promotion. Pour moi, c'était fini. Je disparaissais dans l'anonymat. Et puis, je passais à autre chose et je retournais dans mes petites affaires. Et voilà que ce jour-là, donc je te laisse passer la diapositive suivante, s'il te plaît. Oui, alors, attends, ok. Pas de souci. Je vois deux ovnis en 20 minutes. Alors là, franchement, j'y croyais pas, hein. Jamais j'aurais imaginé voir ça. Donc là, c'est une photo, un montage. Vous avez en haut, en couleur de jour, vous avez le paysage sur lequel s'est passée la scène. Je suis sur un balcon d'une résidence à Calvi, une résidence qui s'appelle Stella Maris, et vous voyez que la vue donne sur les montagnes corses. Je vous ai montré sur la photo en couleur deux choses. D'abord, il y a un encadré rouge qui entoure une montagne. Qu'est-ce que j'ai vu de nuit sur cet encadré rouge? Ben, ce qu'il y a au-dessus de la flèche rouge. C'est exactement ça que j'ai vu. Un triangle illuminé de l'arrière, comme un espèce de papier noir à l'arrière duquel on a mis une lumière qui va du coup dessiner les contours du triangle. Ça, c'est ce que j'ai vu. En refaisant les calculs pour estimer en fonction de la distance, puisque je connaissais ma distance de mon balcon jusqu'à la montagne, en triangulant tout ça, il y a des calculs qui sont faits par les enquêteurs, hein, j'ai été vérifié pour savoir comment on faisait. Ce triangle mesurait 46 mètres de côté. Voilà. Mais juste avant, j'avais vu ces espèces vous voyez, cette formation en V
qui est passé beaucoup plus près du balcon, à une trentaine de mètres de moi, qui a survolé cette première ligne de pins parasol. Donc ça, c'était beaucoup plus près. Ça a attiré mon attention en premier. D'ailleurs, j'aurais dû en parler en premier. Ça a attiré mon attention, c'est ce qui a fait que je me suis relevé pour regarder le paysage complet, puisqu'on était de nuit. J'étais en train de parler à ma femme qui était dos à la Seine. On parlait vraiment de choses lambda, hein. J'étais en train de parler immobilier avec elle, c'est pour dire. Et puis d'un seul coup, je vois cette formation en V de petites sphères. Elle n'est pas plus grosse, on va dire 80 centimètres de diamètre. C'était donc par contre de nuit. Donc la vraie image, enfin la vraie image. Le photomontage du dessous représente le vrai visuel que j'avais à ce moment-là. On voit les éclairages des maisons à côté. On voit des éclairs parce que nous étions en plein orage sec. Nous étions sous un dôme de chaleur. On va voir après. C'est un contexte particulier. Ça, c'est à retenir. C'est ce qui va enclencher Qualon. C'est ce qui va enclencher mes recherches. Donc, je vois cette formation de 7 ou 8 sphères. Ça a duré, c'était court, j'ai pas pu compter exactement. Il y en avait 7 ou 8 en formation en V. Elles passent au-dessus des pins parasols. Je suis interloqué, je dis à ma femme, mais j'ai vu quelque chose. Elle me dit, oh, c'est encore tes bêtises. Parce que forcément, elle me dit, mais t'as vu quoi? Bah, j'ai l'impression que c'est des ovnis. Oh, elle me dit, tu vas pas remettre ça encore. Forcément, madame n'est pas du tout fan de ça. Donc, je suis un peu tout seul avec ça. Et puis, en me relevant, 20 minutes après, le triangle, là, l'encadré rouge, donc on voit un triangle qui apparaît. Et là, par contre, ça dure une bonne minute. Et je suis subjugué par ce que je vois. Dans un orage sec, j'ai cette chose qui avance en direction de la cité mariale de Calvi, c'est-à-dire du sanctuaire marial qui se trouve sur la crête des montagnes que vous devinez, mais beaucoup plus sur le côté droit, à la limite avec le mur que l'on voit là sur la photo couleur. Le sanctuaire de Calvi est un petit peu plus loin. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'apparition mariale, Patrice. Mhm. C'est étrange. Voilà, j'en dis pas plus. Calvi est une cité mariale. On passe à la suite si tu le souhaites. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré. Alors, il faut savoir que sous l'effet de la surprise, mon téléphone, je l'avais pas sur moi, hein. C'est mes enfants qui avaient ça. Ils faisaient des jeux dessus. Ils étaient dans la chambre de l'appartement parce qu'il n'y avait pas de connexion Internet. Donc c'est moi qui donnais la connexion avec mon téléphone. Donc j'avais rien du tout. Bon, dès que mes esprits sont revenus, j'ai pris mon téléphone et ce que vous voyez sur la partie droite, c'est une capture d'écran de téléphone qui correspond exactement. En haut, on voit l'heure, 22h49. Il me restait 69% de batterie. C'est vraiment la capture d'écran d'un site sur lequel j'ai été tout de suite après pour me dire, mais quel est le contexte météorologique? Parce qu'on avait une vague de chaleur, hein. On était sous un. Bah, d'ailleurs, on va voir dans l'article qui est juste en dessous sur la capture d'écran. Nous étions dans le record Corse depuis, c'est le record pour la Corse de 2023, le 20 juillet, nous étions à 29,1 degrés à 22h40. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, c'est fou, c'est que l'article de presse parle bien du 20 juillet 20 juillet 2023, c'est-à-dire le jour où j'ai vu mon ovni, mes ovnis d'ailleurs. Donc j'ai retrouvé cet article un peu plus tard. Il nous montre bien que là, on a un dôme de chaleur et qu'on est sur un record. De l'autre côté, mon téléphone nous indique le point bleu. Vous voyez la Corse, il y a un point bleu, c'est ma localisation. Vous regardez les taches de couleur, c'est la température du sol. Et regardez bien où je suis. Je me situe sur un point rose blanc, rose crème, qui correspond au point le plus chaud de Corse. Ce soir-là, c'est le point le plus chaud. Là, j'avais vraiment un, une photo arrêt sur image du contexte météorologique dans lequel j'étais au moment où je vois ça. 2 ovnis en 20 minutes. Et là, je me dis, il y a quelque chose à générer, il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose à comprendre. Là, c'est assez fou. En plus, j'ai vérifié le contexte lunaire un peu plus tard. Nous étions à la fin, la dernière journée de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quoi? C'est une syzygie, c'est-à-dire un alignement de planètes, Terre, Lune, Soleil, avec un accroissement de la gravité. Tout ça, je l'ai pris en compte pour aller plus loin dans mes recherches. Donc, on peut passer à la suite. J'ai été encore un petit peu plus loin, voilà, pour voir. Donc, je suis un peu radiesthésiste dans l'âme, hein. C'est mon fonds de commerce. Au début, j'ai commencé comme radiesthésiste, hein, à une époque. Et puis, je suis en contact avec un monsieur qui a reconstitué ce qu'on appelle les ley lines. Les ley lines, on en a entendu parler, notamment en Angleterre. On remarque qu'il y a des alignements de sites mégalithiques, des alignements de chapelles, des alignements de cathédrales. Mais c'est partout
sur tout le globe, on a des ley lines. Et ces ley lines, elles ont été retrouvées par une personne avec qui je travaille. Il s'est rendu compte qu'il y avait une cohérence géométrique dans les alignements de sites naturels et des à contexte, comment dire, inexpliqué. Regardez le col de Vence, hein, je l'ai mis en lumière face à Calvi. Il y a une cohérence, il y a une cohérence géométrique. Alors ça, on n'y croit pas. Moi, en tout cas, depuis que je fais mes enquêtes de terrain, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. On est toujours sur des alignements, sur des ley lines. Là, je me rends compte que Calvi est sur une ley line. Et ça, cette image que vous voyez n'a pas été réalisée par moi. C'est la personne qui travaille sur ces ley lines qui m'a donné cette partie-là. Et puis, bah, moi, j'ai tout simplement relocalisé les éléments que je connaissais là. Donc, tiens, coup de chance. Pourquoi pas, hein. On dit souvent que les ovnis se positionnent aussi sur ce genre de site. Donc, j'ai voulu le prendre en compte. C'est important de prendre tout en compte. C'est des choses aujourd'hui que les ufologues prennent pas forcément en compte, en tout cas pas tous. Il y en a qui le tentent aussi comme moi, hein, je suis pas le seul. Mais c'était intéressant de le signaler. Et puis en plus, ce jour-là, le 20 juillet 2021, nous sommes effectivement sur une nouvelle lune et le moment où apparaissent mes deux ovnis, je les ai mis sur cette courbe qui monte, la montée de la lune qui n'est pas visible en fait, elle est invisible, elle est cachée par l'ombre en fait de cet alignement de 6J, mais elle est bien présente et elle crée un alignement de planètes. Et si on regarde où sont mes ovnis, eh ben, ils se positionnent juste à la fin de la 6J. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai plus rien eu, hein. À l'heure précise, 20h48, c'était la fin de l'alignement des planètes. De l'alignement réel, hein, c'est un accroissement de gravité. Moi, je sais que par exemple, je dors pas bien en nouvelle lune ou en pleine lune parce que ben, la gravité tire l'eau du corps et du coup, certains ont des difficultés pour dormir. Donc, il y a un vrai effet physique. On ne peut pas le nier à ce niveau-là. Ben, en tout cas, là, dans ce cadre, on avait encore un critère qui venait se mettre en route sur ce que j'ai vu à ce moment-là. Je te laisse avancer d'un Oui. cran. Oh, mais c'est Voilà. bon là? Oui, c'est parfait. Du coup, des critères apparaissent. Je fais une petite synthèse dans ce tableau-là. On a un effet syzygique des astres, c'est-à-dire une amplification de la gravité. Ça se traduit, alors ça c'est sur le plan de ce qu'on appelle l'occultisme, hein, sur alors c'est une branche particulière sur laquelle moi je travaille aussi. On dit qu'on a une connexion avec ce qu'on appelle les plans astraux. On va dire pour faire simple pour nous, les plans subtils. Les plans subtils, d'après les occultistes et les ésotéristes, on nous explique que c'est dans ces moments-là que la connexion avec les plans subtils est plus proche. Par exemple, on a souvent les fêtes religieuses des morts, hein, la fête des morts, elle est autour, par exemple, de l'équinoxe d'automne, hein. On a quand même des corrélations entre les fêtes et puis entre les mouvements des astres. Donc les occultistes nous expliquent ça. Mais on a aussi quelque chose d'autre, et je reviendrai tout à l'heure dessus, ce que j'appelle l'inversion de polarité. L'inversion de polarité, ça par contre, comment dire, reproduite sur le terrain à Aravilliers et sur une butte où avaient été vus des dogman. Ça s'appelle la forêt de Retz, donc dans l'Aisne, à côté de Villers-Cotterêts. Et on a un parallèle à ce niveau-là. Je reviendrai sur l'inversion de polarité tout à l'heure pour expliquer ce que j'ai reproduit. Ensuite, on avait un effet dôme de chaleur, c'est-à-dire une charge électrique du milieu qui était très intense. Preuve en est, on était en plein orage sec. C'est le seul jour pendant ma visite Corse où on a eu un orage sec et c'est le seul jour où on était en dôme de chaleur. Donc ça, c'est un critère qui me paraissait évident et essentiel. Et moi, je parle d'accroissement de la tension du quallon. Le quallon, on va en parler un petit peu après, mais pour faire simple, pour commencer à se familiariser avec le terme, nous dirons que le quallon, c'est la membrane qui sépare notre réalité des réalités dites subtiles. Et là, on a ce que moi j'appelle un accroissement de la tension électrique du quallon, et donc une forme de porosité permettant à ces phénomènes de jaillir là parce que le contexte terrain permet et facilite l'entrée de ces phénomènes dans la réalité. Plus tard, quelques jours après, je suis monté sur la crête rocheuse où est apparu ce triangle. Sur cette crête rocheuse, qu'est-ce que j'y ai trouvé? J'y ai trouvé des roches riches en fer et en quartz. On sait que le fer a un lien avec l'électromagnétisme, hein, on le sait, c'est un métal conducteur et magnétique qui conduit l'électricité. Et on avait des veines de quartz. Nous savons que le quartz est dit piézoélectrique, c'est-à-dire qu'un mouvement mécanique
qui est appliquée sur le quartz crée une tension et inversement, une tension qui est amenée sur un cristal de quartz déforme ce cristal. On a un effet dans les deux sens. Et cette piézoélectricité semblerait être présente dans de nombreuses affaires. Comme j'ai mis d'ailleurs en lumière la présence de piézoélectricité dans les apparitions de créatures anthropomorphiques, par notamment les sols que j'appelle pozzosols, où en fait on a un horizon du sol qui est enrichi en quartz et donc qui est forcément sensible à la piézoélectricité. Ensuite, présence de ley line, je vous l'ai montré, quand on regarde ces cartes de ley line, bah, c'est étrange parce qu'on retrouve le col de Vence et puis on retrouve la cité mariale de Calvi. Et c'est ce qui va nous permettre de parler de la notion d'atome germe, c'est-à-dire d'une forme d'information qui circulerait sur ces ley lines et qui permettrait à ces phénomènes de se cristalliser dans notre réalité et faire d'une matière invisible une matière visible. On a aujourd'hui tendance encore à croire, et c'est très présent dans les croyances de beaucoup d'ufologues, on va dire de Tollet-Boulon, ils n'arrivent pas à concevoir que la matière puisse être autre chose que visible et tangible. Ça, en occultisme, chez nous, je suis un peu occultiste dans l'âme aussi, on l'explique. En théosophie, on l'explique aussi. La matière, on pourrait la comparer à de l'eau. L'eau a un état solide, elle a un état liquide, elle a un état gazeux. Et bien la matière, de la même manière, l'intégralité de la matière aurait aussi un état, on va dire, semi-matériel, voire complètement invisible sur d'autres plans. Sur les autres plans, ce serait visible. Sur notre plan, on ne le verrait plus. Sauf que lorsque les atomes germes s'agglomèrent le long des ley lines, nous aurions une cristallisation de ces matières subtiles qui, d'un coup, apparaîtraient à nos yeux de manière très tangible, ce qui pourrait expliquer la présence de traces sur le sol lorsque des ovnis apparaissent. Parce que oui, c'est de la matière. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est bien une matière. Donc on a une partie de physicalité, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut rester dans la nuance. On a aujourd'hui des guerres d'église entre les taules et boulons et ceux qui sont plutôt sur la conscience. Mais en fait, les deux sont liés. Il n'y a pas besoin de se faire une guerre. Il faut juste continuer à rechercher et pas rentrer dans un dogme. Bon, ça, j'y reviendrai plus loin. La présence d'un témoin conditionné. Bah oui, moi dans mon cas, j'étais un témoin conditionné, soyons clairs. Qu'est-ce que je faisais sur mon balcon depuis déjà 2 jours, depuis que j'étais arrivé en Corse? Je lisais des bouquins d'ufologie, je lisais des bouquins de théosophie, je lisais des bouquins liés on va dire, au paranormal. Donc j'étais déjà dans un état d'esprit à recevoir quelque chose. Et ça, faut le prendre en compte. L'enquêteur témoin ne peut pas rester extérieur à ce qu'il a vu. Il est obligé de s'incorporer lui-même dans ce qu'il a vécu. Et donc, il faut prendre en compte aussi ma personnalité. Et c'est ce que j'ai fait. Si tu peux passer à la page suivante, s'il te plaît, Patrice. Comparatif du contexte OVNI et du contexte de Dogman, parce qu'on me connaît pas mal avec mon travail sur le Dogman. D'ailleurs, il va falloir que j'en sorte de ça parce que avant d'être je suis pas un cryptozoologue moi. Moi, je suis un enquêteur du surnaturel. Donc, tout m'intéresse. Depuis que je suis gamin, je lis aussi bien des bouquins de cryptozoologie que des bouquins liés aux ovnis, que des bouquins liés au spiritisme, que des bouquins liés aux hantises, que des bouquins liés à la géobiologie. Je trouve que c'est important de s'intéresser à tout. Et malheureusement, l'être humain veut enfermer quand il y a quelqu'un qui sait, on va l'enfermer dans ce qu'il sait et on va pas chercher ailleurs. Et ça, je m'interdis de devenir spécialiste de quoi que ce soit. J'ai une vision globale de ça. Donc, on va faire le comparatif, si tu veux bien, sur la prochaine diapositive, Patrice. Alors, je vais vous présenter un cas qui a eu lieu, c'est rigolo, hein, 21 juillet, c'est encore quasiment la même date. Moi, c'était le 20 juillet 2023. Cette personne, c'est le 21 juillet 2024. Ça, c'est bizarre. Mais on reviendra sur ça peut-être un jour, dans le cadre de mes recherches. Je suis en train de refaire des nouvelles recherches pour aller beaucoup plus loin. Regardez l'heure, 22h30. C'est marrant, hein, franchement, je ne l'ai pas fait exprès, hein. C'est lors d'un repas ufologique en septembre 2023 que je prends contact avec quelqu'un qui connaît une témoin qui a vu un dogman à moins de 10 kilomètres de mon domicile personnel. Donc il faut que j'aille à Paris pour savoir qu'il y a eu un dogman à 20 kilomètres même pas 10 kilomètres de mon domicile, alors que je travaille là-dessus. C'est quand même dingue. Et on se rend compte que sur ce cas-là, on était en 21 juillet sur une pleine lune. Tiens, c'est marrant. De nouveau une syzygie, c'est-à-dire un alignement lune, terre, soleil, et non pas terre, lune, soleil. Là, on voit la lune, elle est éclairée, donc on est sur un alignement, mais pas tout à fait le même. Si tu peux passer à la Oui. page suivante.
Alors, j'ai fait le parallèle entre les deux cas pour montrer que ce qui est lié à un témoignage de cryptide peut être aussi mis en parallèle avec un témoignage OVNI. Tout ça a l'air de ressembler. Donc, mon cas d'OVNI, nous sommes le 20 juillet 2023 à Calvi en Corse. Nous étions en nouvelle lune, hein, donc à J+3. C'est-à-dire que nous étions à la nouvelle lune plus 3 jours. Donc, c'était la fin de la 6J. On a une influence dite astrale, hein, on va rester pour l'instant sur ce mot-là, on ne va pas tout de suite le définir, on va dire il y a une influence liée à la proximité avec les plans subtils. On a une inversion de polarité, ça je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors j'ai quelqu'un qui a fait une remarque, du coup ça m'empêche de lire. Voilà, j'enlève sur le chat, je le mets ça du chat qui me bloque mon visuel. Ensuite, nous avions d'un côté un marais. Donc ça s'est passé dans un marais, ce dogman, humide, sablonneux, avec une plaine ferreuse. Nous avions des nodules ferreux dans le sol de ce secteur, avec un effet piézoélectrique stabilisateur. De l'autre côté, nous avons quoi? Nous avons une crête ferreuse avec du quartz, un effet piézoélectrique stabilisateur. Du côté du Dogman, nous étions juste à côté d'une ligne haute tension, donc une tension accrue du coilon par l'électricité, on va dire les courants induits dans le sol. Quand un courant électrique passe sur une ligne électrique, il crée un champ magnétique. Ce champ magnétique va impacter le sol et va créer un courant induit, un courant électrique induit. Plus ces nodules ferreux, forcément, ça crée des micro-courants à la surface du sol. Tiens, c'est marrant, de l'autre côté, moi j'étais sur un dôme de chaleur en orage sec. Donc une tension accrue du coilon, là encore. Les observateurs, c'est-à-dire les témoins, nous étions sur des profils 1 et 2. Je le définis dans Coilon. Pour faire simple, le profil 1, c'est quelqu'un qui génère ou qui vit des phénomènes sans comprendre qu'il est lui-même le centre de ces phénomènes. Le profil 2, c'est quelqu'un qui commence à faire des recherches et qui commence à avoir une connexion plus stable avec les phénomènes dits surnaturels parce qu'il s'y intéresse de plus en plus. Oui, Polyèdre, il dit que les courants électriques sont assez faibles. Oui, mais ramenés à une surface complète d'un sol, sur une grande, grande surface, on a une déstabilisation du secteur sur le plan électromagnétique. Même si effectivement ce sont des micro-courants. Je suis d'accord, Polyèdre. Je réponds à la question parce que je la vois apparaître. Euh, on a des observateurs qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai. C'est des gens qui ont déjà créé des hantises chez eux, des phénomènes de maisons hantées. C'est des gens qui ont déjà vu d'autres créatures fantomatiques traverser la route, etc. Ce sont des gens qui vivent des choses, hein, on est d'accord? L'observateur 2 de l'autre côté, ben c'est moi, du côté OVNI, qui ai déjà vécu des choses et qui suis en plein dedans. Sinon, je ne vous parlerai pas ce soir si ce n'était pas un centre d'intérêt important pour moi. Donc, on a une espèce de cogénération. C'est comme si on faisait appel d'air à quelque chose. Et enfin, de deux côtés, on a la présence de ley-line, ces fameuses lignes. Elles sont bien présentes des deux côtés sur les sites. Sauf que moi, à l'époque, je me disais, mais attends, c'est pas possible. Je suis en contexte tenseur sec. Chez moi, à Calvi, j'étais sur quelque chose de sec, pas d'eau, pas du tout. Alors que dans mon livre Bigfoot Dogman, je montrais bien la présence d'eau. À tous les coups, il y avait de l'eau. Et là, voilà que on me montre, c'est comme ça que je l'ai pris moi, hein, on m'a montré deux ovnis, on m'a dit en gros, eh, t'as vu là, c'est pas un contexte humide, hein, mon gars. Donc réfléchis, il y a un truc que t'as loupé. En gros, c'est comme ça que je l'ai pris moi, hein. Je l'ai pris comme une espèce de défiance en me disant, ok, t'as cru comprendre un truc dans ton livre, bah regarde maintenant, on va te montrer autre chose. Et puis c'est pas du tout le même contexte, parce que là, on avait un contexte de mon côté qui était sec, parce que mon orage était sec, il n'y avait pas de pluie, hein. Et de l'autre côté, on a un contexte humide avec une présence très forte d'eau, on est en plein marais. Donc c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai loupé, Bragi. Il y a quelque chose que tu as loupé dans ton précédent bouquin. Est-ce qu'en fait, ton contexte que tu croyais être, comment dire, le seul contexte qui permette de faire apparaître des phénomènes, est-ce qu'en fait, il n'y en a pas de multiples contextes? Et que ces multiples contextes, ils peuvent être de multiformes. Il faut juste qu'ils répondent à certains critères que là, je suis en train de vous mettre en lumière. Et qu'en fonction d'un contexte sec ou humide, peu importe, si on retrouve une tension plus forte du milieu, c'est-à-dire à un moment un point de tension, un déséquilibrage de la réalité, est-ce que ce n'est pas là que les phénomènes rentrent comme une fissure qui est créée dans notre réalité, parce qu'on a un accroissement de la gravité par un alignement syzygique, parce qu'on a un accroissement de tension électrique,
parce qu'on a une tension psychique de personnes qui sont prêtes à voir quelque chose, ça n'arrive pas à tout le monde, et parce qu'il y a un sol qui est en capacité, ou un milieu qui est en capacité de stabiliser sur une courte période un phénomène. Il faut savoir que le dogman qui est apparu à ces gens-là, ils étaient en arrêt sur un bord de route, ils voulaient prendre en photo la Lune, parce que la Lune était particulièrement grosse ce 21 juillet 2024. Ils ont voulu s'arrêter dans la campagne, et au moment où ils veulent sortir de leur voiture sur le bas-côté, ils voient apparaître un énorme loup à 300 mètres d'eux et ils vont le dépeindre comme aussi gros qu'un cheval. Il était à quatre pattes, il courait, mais il ne courait pas sur le sol, il flottait au-dessus du champ comme s'il rebondissait comme un caillou avec lequel on s'amuse à faire des ricochets. Et arrivé à hauteur de la route, il s'est comme dispersé en 1 million de pixels. Et ça m'a tiqué. Je me suis dit 1 million de pixels. Comme si cette réalité qui était mise devant les yeux de ces témoins n'était pas une réalité stable, mais quelque chose qui à un moment ne peut plus être et finit par disparaître. Et c'est vrai que quand on regarde l'endroit précis où a disparu ce dogman, les nodules ferreux, ce type de sol, s'arrêtaient, venaient mourir au niveau de la route. Et ça, j'ai retrouvé sur les cartes du GRBM. Voilà, et c'est très intéressant. Donc, je vais passer à la suite, s'il te plaît, Patrice. Il ne peut pas, mais si. Parfait. Mes constats, avant de partir sur le Qualon, mes constats aujourd'hui. Nous avons des témoins avec un même profil. Nous ne pouvons pas le nier. La plupart des témoins qui vivent ces choses sont des témoins en crise psychique, avec une émotion ou alors une émotion très exacerbée, un émotionnel très fort, et ce ne sont pas des gens qui sont la plupart du temps à leur premier coup d'essai. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné face à des ufologues, et l'ufologue se présentait comme un cartésien. Du coup, le témoin s'est tu et n'a pas expliqué ce qu'il était, lui, en tant que personnalité. Alors, on ne va pas faire de généralité, mais je pense qu'il y a une très forte proportion de gens qui sont ultra connectés avec les plans subtils et les mondes sensibles. Et ça, si on arrive à le remontrer, le taulet-boulon, il va en prendre un petit coup. Je pense qu'il faut un petit peu aller du côté de la conscience un peu plus et ne pas s'enfermer dans ce dogme. Donc, prendre en compte ces témoins, prendre leur sensibilité et essayer de comprendre s'il n'y a pas des profils. Et c'est ce que j'ai montré dans Qualon. Ensuite, la proximité immédiate avec de l'eau. Alors, pas tout le temps. Là, je vous ai prouvé que quand c'est pas l'eau, c'est un contexte sec mais très électrique. Voilà. L'eau, elle, va être en lien avec l'électrique aussi. Mais moi, cette image que vous voyez là, je l'ai faite avant de voir les ovnis en Corse. Donc c'est pour ça que du coup, je n'avais pas tout en main. Donc là, par contre, les sols, ben, c'est des terres qui sont bien souvent conductrices d'électricité ou des roches qui sont conductrices. On pense à Calvi avec mes montagnes riches en fer et en veines de quartz. Les lieux ont une densité de monuments anciens chargés d'histoire. Bien souvent, l'histoire passée nous montre que ces territoires sont chargés historiquement et sont chargés mythologiquement. Preuve en est à Calvi, j'étais juste en face de la chapelle mariale. Et l'OVNI est passé au-dessus d'ailleurs, hein. Il est vraiment passé à l'aplomb du, de la chapelle mariale, hein. L'élusivité. On a une forme de mécanisme dual et je vais faire apparaître la tension de la notion d'entropie, négantropie. Si on comprend cette notion d'entropie, négantropie, on comprend comment le phénomène se joue de nous et comment le phénomène il vit dans la réalité et comment ensuite il se disperse et il retourne là d'où il vient. Ensuite, on a un message. Tous ces phénomènes ont un message. Dans les vieilles enquêtes d'ufologues, on nous disait bien que les ovnis semblaient même choisir le nom des lieux, voire les noms des personnes auxquelles ils se montraient. C'est comme si effectivement l'OVNI il venait couper un film en cours et il rajoutait des petites images. Et puis il venait remettre le film en route et hop, parce qu'il avait choisi le lieu, le nom des lieux, le nom des personnes, la date, le message, tout était amené comme une forme d'initiation des personnes. Ça, c'est important à prendre en compte aussi. Monsieur Zurker l'avait fait apparaître ça. La notion d'un métalangage. Plus on étudie le phénomène ovni, plus on se rend compte que les ovnis de l'époque victorienne, les ovnis de l'époque
du début du XXe siècle et puis les ovnis de 1960, tout ça a muté. On n'a plus beaucoup de petits extraterrestres qui viennent dans les clairières de forêt pour aller récolter des plantes. Tout ça commence à muter dans autre chose et se rapprocher des personnes, si bien qu'aujourd'hui, on a plutôt un développement de ce qu'on appelle les abductions, c'est-à-dire que le phénomène, il devient beaucoup plus intérieur aux témoins. Il y a une évolution à prendre en compte. Donc le taux les boulons, une fois de plus, il est mis à mal. Il faut le prendre en compte. Voilà. Il ne faut pas s'enfermer dans ce dogme. J'appuie encore. Ensuite, l'actualisation des phénomènes. Les phénomènes s'adaptent, c'est ce que je viens de dire. Polymorphisme de multiples. euh, Ils sont, dans leur physiologie, ils sont multiples. On n'a jamais réussi à déterminer une carte de ce qu'était un extraterrestre ou ce qu'étaient des ovnis types. Parce que c'était toujours des personnages différents avec des objets différents. Alors à un moment donné, sur une date donnée, à un lieu donné, on a pu revoir les mêmes, mais globalement, on n'arrive pas à tisser quelque chose. C'est comme s'il y avait une forme de polymorphie. Donc, mes polymorphies, moi j'irai plus loin, il y a une polymorphie dans le temps, c'est-à-dire que moi, le phénomène Dogman du moment ressemble beaucoup au phénomène extraterrestre des années 60. C'est-à-dire qu'on a des grosses créatures dans les milieux naturels qui se baladent et avec un engouement des gens. Puis plus il y a d'engouement, plus le phénomène Dogman il devient grotesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'attends un jour à voir le Dogman à la mer, le Dogman fait du ski. Enfin, ça devient tellement saugrenu. Eh ben, ça ressemble au phénomène extraterrestre des années 60, où ça devient de plus en plus saugrenu. Il y a des petits extraterrestres qui viennent demander de l'eau à un agriculteur pour faire des gâteaux. Puis on fait des gâteaux dans l'OVNI, puis après on donne les galettes à l'agriculteur, et puis l'agriculteur, il a des galettes de l'espace, quoi. C'est un cas réel hein, que je donne. Hein. J'ai plus le nom en tête, mais il a existé ce cas. Oui, oui, c'est connu, oui. Bon, donc on a quelque chose qui est de plus en plus saugrenu. C'est comme si ça se moque en disant, OK, OK, vous pensez qu'on est ça, regardez, on va plus loin. Là, en ce moment, j'entends des affaires de... Il y a le Dogman, puis aujourd'hui, il y a le Frogman, hein, c'est-à-dire l'homme grenouille. Puis il y a l'homme bouc. Puis, ouais, enfin, ça s'arrête jamais, en fait. Ça s'arrête jamais parce que les témoins en face, ben, ils continuent à vouloir que ça existe. Donc, ben, ça existe, en fait. Ça change de forme. À un moment, on a eu les apparitions mariales. Puis elles ont disparu. Puis après, on a eu les ovnis. Puis maintenant, c'est les dogman. C'est normal, on s'intéresse à l'écologie en ce moment. L'écologie est importante. Donc le dogman, il apparaît, comme je l'ai montré dans mon livre, sur les lieux pollués. C'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Et on serait bête de rester sur nos idées arrêtées et à s'enfermer, une fois de plus, dans des idées préconçues en disant ce sont des extraterrestres. Point à la ligne. Non, il faut être ouvert. Je dis pas que c'est faux. Il y en a des extraterrestres. Moi, j'irais même plus loin. Je pense que les gens sur une autre planète, les gens qui vivent sur d'autres planètes, puisqu'il y en a forcément, ils sont eux aussi embêtés avec le phénomène ovni. J'en suis persuadé. C'est une forme d'initiation. Donc, ils sont sûrement emmerdés aussi. Ils se posent des questions, mais c'est quoi ces extraterrestres? Donc, j'en suis persuadé, moi. C'est un truc qui me. Je l'ai dans les tripes, ça, hein, j'en suis sûr. Si on peut passer à la suite, on va Oui. passer l'interaction à l'électricité, ça c'est bon. Alors voilà, on va parler du Qualon. Qu'est-ce que je parle? De quoi je parle quand je parle de Qualon? Alors, le Qualon, je reprends mes petites notes pour pas dire de bêtises. Euh, voilà. Donc, le terme Qualon, il signifie un creux, une cavité. Nous, en fait, nous sommes dans une forme de cavité. Nous sommes dans une réalité physique. Et cette réalité physique, c'est une bulle de réalité. Et le, au pourtour de cette bulle de réalité, il y a le qualon, la membrane de ce qualon, qui est équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a une tension qui maintient notre réalité dans quelque chose de cohérent, dans l'espace-temps. Voilà, nous faisons l'expérience du temps qui passe et de l'espace. Et puis, lorsqu'un phénomène jaillit par-delà le qualon, par une faille poreuse, parce que le contexte local et la personne qui regarde est en capacité d'attirer la chose, le phénomène jaillit et d'un coup, nous perdons la cohérence dans notre qualon. On se retrouve dans le phénomène ose, le phénomène sous cloche. Le temps est dilaté, l'espace aussi. Des fois, les témoins vont se retrouver à un autre endroit en un claquement de doigts comme s'ils avaient été emmenés d'un point A à un point B, parce que la notion d'espace et de temps ne joue plus. Quelque chose s'est cassé temporairement, une porosité est apparue. C'est ce que j'appelle les contextes tenseurs. Là, je vous ai dessiné la bulle pour que vous compreniez bien la vision de l'occultiste, la vision même du théosophe.
Notre réalité est sur la couche extérieure d'un oignon sec. Nous sommes sur la couche extérieure d'un oignon. Les réalités subtiles, tous ces phénomènes viennent de l'intérieur. Alors, de l'intérieur de quoi, vous allez me dire? Eh bien, pour vous bien vous rendre compte de ce dont je parle quand je parle d'intérieur, ce sont les plans intérieurs, ceux dont nous faisons l'expérience à travers le rêve. Lorsque nous rêvons, notre corps ne joue plus. Le temps et l'espace ne jouent plus. Et oui, c'est un stand-up, Ali. Ouais, exact. Le temps et l'espace ne jouent plus. D'ailleurs, les témoins nous le disent, hein, on a l'impression d'être dans un rêve, dans une bulle de rêve. Tout est saugrenu, tout semble déconnecté de notre réalité. C'est ce que nous disent les témoins, très concrètement. Donc, le Qualon est une bulle de vide. On pourrait peut-être reprendre la théorie de Janus, la théorie Janus, de notre camarade. Petit, Pardon? petit. Pardon? Petit, c'est Ouais. ça. Et je pense qu'on est assez d'accord tous les deux. C'est ça. Merci, Julia. Pour moi, on parle de la même chose avec Monsieur Petit, hein. On parle de la même chose. Derrière le Qualon, nous avons l'antimatière, c'est-à-dire la non-matière ou la matière négative. Et c'est ça, en fin de compte, quand je vous parle tout à l'heure de polarité. Je vous ai dit qu'à un moment, il y avait une inversion de polarité sur ces sites. D'ailleurs, on le voit, quand j'ai été testé sur la butte d'Aravilliers, qu'est-ce que je me suis amusé à faire? J'ai mis un voltmètre, j'ai mis 2 bornes en graphite, puis j'ai mis un acide, c'est-à-dire que j'ai acidifié le sol. Je pensais avoir un accroissement de la tension du sol. Eh ben non. Mon voltmètre est passé à 0, puis il est parti dans le négatif. J'ai eu une inversion de polarité. C'est rigolo. Que nous disent les témoins d'Aravilliers, celui en tout cas qui avait gardé conscience dans ce qu'on va appeler l'OVNI, il a dit que l'entité lui avait parlé d'inversion de polarité. Et effectivement, c'est ce que j'ai reproduit sur le terrain, une inversion de polarité. Sur ce terrain même. Étonnant quand même. Donc notre réalité semble être sain, c'est-à-dire entourée. Donc notre réalité matérielle est une sphère qui nous entoure, une sphère de vide, hein, c'est ce que dit aussi Monsieur Petit, une sphère de vide. La matière, en fait, elle est peu présente dans la réalité. C'est beaucoup de vide, en fin de compte, présente dans notre réalité. Et autour de ce vide tourne cette matière et tourne surtout la conscience. Maggie, Ouais. j'ai fait des recherches par les fameuses intelligences artificielles, genre Gemini, chaque Mhm. GPT-5. Et chaque GPT-5 est assez proche de ce que tu dis là. Gemini, il va beaucoup plus loin. Il a l'air d'interpréter le Quellon en disant que la matière n'existe pas, il Mm. n'existe que l'éther, Mm. et que la matière serait des bulles de vide, en quelque sorte, C'est ça. dans C'est une, l'éther. c'est une bulle de vide où C'est tournent des consciences. c'est ce que tu reprends, c'est une idée que tu reprends, d'accord. Alors moi, je reprends pas sur SnapGPT ou compagnie, hein. Moi, j'ai lu les livres de théosophie, puis après j'étais sur le terrain, hein. Hmm. Voilà, je travaille, j'ai pas travaillé avec Non, ça, je veux dire, hein. tu es en accord avec cette Oui, vision. je suis en accord, effectivement, puis je suis en accord avec Monsieur Petit. Voilà. D'accord. Sauf que moi, je le vois par la vision théosophe. J'y suis arrivé par un chemin différent. Lui, il est arrivé par le chemin de la science. Moi, j'y suis arrivé par le chemin de l'occultisme, mais aussi par des expérimentations terrain très concrètes qui ressemblent à des expérimentations de science quand même. Lorsque la paroi de notre coalon s'échauffe par un accroissement de la tension, une porosité naît, et ce sont sur ces points poreux que j'ai décrits parce que j'ai vécu moi et parce qu'a vécu la personne avec son dogman, nous avons vécu ce point de porosité. Et ce point de porosité apparaît sous des critères qui sont offerts par la nature, offerts par les cycles des planètes, la syzygie, offert par les orages, par exemple, mais par toute tension qui naît et qui déstabilise un équilibre dans la nature est potentiellement un contexte poreux. Par exemple, sur le Mont Saint-Michel, nous avons une accumulation de contextes poreux. Lorsque les grandes marées viennent remonter sur le Mont Saint-Michel et qu'ils viennent frapper le granit, puisque le Mont Saint-Michel et la petite ligne de Tomblaine qui se trouve à côté sont des aiguilles granitiques, lorsque cette eau salée vient frapper ce milieu, on peut imaginer qu'on a un contexte poreux. Mais on a aussi la rencontre d'une eau douce et d'une eau salée qui crée un contexte osmotique et donc électrique. Nous Électrique. avons tout un tas de milieux sur toute la planète. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver la clé de comment les ovnis rentrent, parce qu'en fait, ils sont multiporosités.
Il cherche, dès qu'il y a un point de tension, il rentre. C'est tout. Les volcans, par exemple, combien de fois on a vu des ovnis rentrer dans des volcans? Qu'est-ce qu'un Exact. volcan si c'est un point de tension électrique? Combien de fois des orages, en envoyant la fumée en l'air, créent des orages électriques liés juste à la fumée du volcan. Nous avons des contextes poreux partout. Le triangle des Bermudes, qu'est-ce que c'est le triangle des Bermudes où il se passe des choses bizarres, où l'espace-temps semble soulever de nous? C'est une eau salée, très salée, qui se trouve au centre, et vous avez les flux des océans de la mer du Caraïbe qui tournent et qui créent une dynamo sur un point précis du globe et qui crée un contexte poreux où nous vérifions effectivement des disparitions, des pertes de repères, des choses étranges qui ne sont pas dans la nature des choses. Un contexte déséquilibré quasiment en permanence. Voilà, c'est un exemple que je donne. Donc ce contexte, qualon, le terme qualon signifie effectivement cavité. Ça a été mis en lumière par Annie Besant dans un livre qui s'appelle L'atome clé de l'univers. C'est un livre de théosophie. Eux sont arrivés sur la notion de qualon pour expliquer ce qu'était l'atome derrière l'atome, mais ils ne sont pas du tout partis sur les contextes tenseurs et sur les ovnis, hein. Eux, ils n'étaient pas du tout là-dedans, ils étaient sur l'occultisme, hein. C'est-à-dire comment la conscience rentre dans la réalité, comment une conscience crée un mouvement centripète et créer un point de contact et du coup existe. En gros, ils étaient en train de décrire l'existence du Soleil et des planètes, hein, et sous-entendre qu'une planète est vivante, parce que c'est une conscience qui tourne dans le vide et qui crée son propre chemin rotatoire. Voilà, ça c'est leur théorie, mais moi je pense qu'il y a une forme de réalité dans ce qu'ils racontent. Parce que quand on regarde sur le terrain ces phénomènes inexpliqués ou surnaturels, on se rend compte qu'effectivement c'est le cas. Il y a bien des choses qui ressemblent à ce qu'ils racontent. Donc les auteurs nous expliquent que le quantum, c'est une bulle de vide, c'est une substance première de l'univers à laquelle les atomes sont des bulles. Les atomes que nous connaissons sont des bulles de vide. D'ailleurs, entre un noyau composé de protons et de neutrons et son électron voisin, il y a une distance qui est phénoménale. Il y a du vide entre les deux, hein, on est d'accord. Donc effectivement, la notion de vide est bien à prendre en compte. L'atome, pour eux, est un trou dans le quallon, qui vient percer le quallon, la matière noire. La matière n'est pas une substance, mais une interruption dans le quallon. C'est ce que tu disais, Patrice, grâce aux intelligences artificielles, c'est ce qui a été dit. Et que l'univers est tissé non d'objets, mais de tensions dans le vide. Voilà ce que nous explique la théosophie. Et lorsque j'ai lu ces textes, je cherchais un mot. Moi, j'avais déjà compris qu'il y avait des contextes tenseurs, mais je cherchais une théorie qui était en capacité de me donner un terme clairement défini et qui prenait mes idées en fait. Et j'ai trouvé le terme de qualon. Et je me suis dit, ça, il faut que je le prenne. C'est pas exploité. Et pourtant, ça représente quelque chose de très vrai. Donc, qualon ou la théorie de Janus de Monsieur Petit, pour moi, sont des choses familières, effectivement, qu'on peut prendre en compte. Tiens, si tu peux avancer, s'il te plaît, Oui, Patrice. Je te oui, remercie. voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé, moi, en faisant mes recherches sur le terrain? Eh ben voilà, j'ai mis en exergue des lois qui me semblaient reproductibles et cohérentes. Tout d'abord, pour qu'un phénomène existe dans la réalité, ce phénomène surnaturel, il faut une tension, un contexte tenseur. Donc, une tension, ça peut être toute tension qui déséquilibre la tension électrique de notre environnement du quallon. Une tension thermique, une tension électrique, physique, piézoélectricité, hein, une tension atomique, le nucléaire, une tension psychique dans le cerveau, qui expliquerait pourquoi des gens sont eux-mêmes source de phénomènes. C'est-à-dire qu'on peut les mettre n'importe où, il se passe des phénomènes là où ils sont. C'est pas le milieu qui le génère, c'est la personne. Et ben on a des tensions psychiques. Qu'est-ce que le cerveau? Le cerveau est un organe électrique. Et lorsqu'on a une inversion de polarité, on a entré de phénomènes dits antises autogénérés par les gens. Tout ça est très cohérent. Du moment où on a compris que le quallon, s'il y a une tension, le quallon, il est aussi bien présent ici que dans notre environnement. On pourrait le comparer à la force des Jedi, hein. Vous voyez, la force, elle est partout, la force. Donc là, le quallon, il est partout. C'est une membrane qui enferme, qui nous enferme tous dans une réalité spatio-temporelle. Si on inverse la polarité, on crée une tension
entre notre réalité et une réalité parallèle qui viennent se mettre l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, notre réalité, elle est, on va dire, chargée positivement. Positif, le poilon voisin, enfin, la dimension voisine est positive aussi. Si vous mettez deux aimants positifs, vous avez une résistance. Donc, il y a une forme d'imperméabilité. Si vous avez inversion de la polarité, comme je l'ai testé sur le terrain à Aravilliers, inversion de polarité, vous créez deux charges, une charge opposée par rapport à l'autre. Et là, le point de connexion se fait. Et le point poreux arrive et nous avons l'effet ose ou l'effet sous cloche, dépeint par les témoins. Certains contextes tenseurs donc inversent la polarité de notre qualon et c'est ce qui permet l'entrée dans notre réalité de ces phénomènes. C'est ce qui a été décrit par les témoins d'Aravilliers où la personne est revenue avec une information, inversion de polarité, que j'ai reproduite sur le terrain aussi à Aravilliers. L'inversion de polarité peut impacter le qualon des corps humains, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le cerveau peut inverser sa polarité et générer ces phénomènes et les faire rentrer par l'individu même et pas par un environnement. L'existence de deux types de forces, ça j'en ai pas encore parlé. On a deux types de forces. On a une force anthropique, c'est-à-dire de l'information qui se dissout et s'expanse dans la réalité. Et on a une notion néganthropique, c'est-à-dire une force qui, elle, est une force de cohésion qui stabilise en un point. Alors, comment je m'en suis rendu compte de ça? J'ai fait une petite expérience. J'ai travaillé sur la lumière. J'ai travaillé sur la lumière du soleil et la lumière de la lune. Un test à vérifier, hein. J'ai focalisé la lumière lunaire avec une loupe de bijoutier dans de l'eau. Et puis ensuite, je l'ai mis au congélateur. J'ai aussi focalisé la lumière du soleil dans de l'eau et je l'ai mis au réfrigérateur. J'ai gelé ces deux eaux. Eh ben, j'ai pas obtenu du tout la même chose. C'est dessiné avec la lumière de la lune un mouvement centrifuge et entropique, c'est-à-dire un mouvement dispersant. Alors que lorsque j'ai concentré de la lumière du soleil, j'avais un mouvement de cristallisation, de centrage, un mouvement centripète dans l'eau. Et ce mouvement-là, on va le retrouver dans tous les éléments de la nature. La radioactivité, qu'est-ce que c'est? La radioactivité, c'est la désagrégation de la matière, c'est-à-dire c'est un phénomène anthropique. Et on remarque que les ovnis et que ces phénomènes-là tournent beaucoup autour des centrales nucléaires et de la radioactivité. En fait, il semblerait que pour que les phénomènes rentrent dans la réalité, ils aient besoin d'un puits d'entropie, c'est-à-dire une matière, un courant qui est expansif, entre guillemets. Et ces phénomènes s'en nourrissent. Alors ça, j'en parle dans Qualon bien plus longtemps, là, je ne peux pas aller plus loin que ça. Par contre, tous les phénomènes d'entropie sont les phénomènes du vivant, qui se cristallise un être à un seul endroit. Comme l'a dit Adi Bezan, les êtres sont en fin de compte des tensions dans le qualon qui se centralisent et se stabilisent. Le Soleil est un concept négantropique. Typiquement, la planète Terre est un concept négantropique qui se cristallise, qui est centripète et non centrifuge. Par contre, lorsqu'une matière se dégrade, elle est centrifuge, c'est-à-dire qu'elle se disperse et elle repart, comment dire, dans le néant, entre guillemets. Les trous noirs, par exemple, sont typiquement des phénomènes, et les fontaines blanches sont des phénomènes anthropiques, négantropiques. C'est pour ça, donc, il y a un livre très intéressant, alors j'ai perdu le terme, mais qui expliquait que lorsqu'on était... alors, c'était quoi ce livre? Je suis désolée, j'ai perdu le fil. Ils avaient remarqué aux États-Unis, lorsqu'ils faisaient travailler des médiums pour aller chercher de l'information sur des sites russes, et particulièrement sur les sites nucléaires, ils avaient de meilleurs résultats que sur d'autres sites non nucléaires, parce qu'effectivement, l'entropie nourrit ces phénomènes psy, en fin de compte. Voilà. J'irai pas plus loin, je le déroule beaucoup plus dans quoi loin. Et puis enfin, la gravité lunaire est la porte d'entrée des plans subtils. En fait, je me suis rendu compte, et on va le voir après, que beaucoup de phénomènes inexpliqués, tiens, on va parler du crash de Roswell, regardez le 4 juillet 1947, si je ne me trompe pas, regardez quelle était la phase lunaire du 4 juillet 1947. Voilà, je vous laisse faire et je vous laisse passer à la diapo suivante.
Alors là, on va regarder très rapidement ce que moi j'appelle infrafaune, médiafaune, suprafaune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon schéma mental, qui peut encore évoluer dans le temps, je ne dis pas que ceci est une réalité, une vérité. C'est aujourd'hui mon schéma mental de chercheur. Je vois aujourd'hui dans la réalité trois faunes qui génèrent des phénomènes surnaturels. L'infrafaune, ce sont ces phénomènes un peu crasseux, un peu noirs, qui sont par exemple à l'origine des mutilations animales, à l'origine des cas d'agression sur l'île de Colares, par exemple. Tous ces phénomènes qui sont des phénomènes inexpliqués, pas très propres, assez agressifs en fin de compte, qui sont pas très cohérents avec l'image qu'on a de l'OVNI qui va avec le Vénusien qui va descendre, qui va dire paix sur Terre, protéger les petits oiseaux et arrêter le nucléaire. Là, on est sur un phénomène qui est complètement inverse. Là, on est en train d'agresser des gens quand même. Donc, et là, c'est pas cohérent. Et là, l'ufologue, il est incapable d'expliquer cette cohérence. Mais comment ça se fait qu'on a des phénomènes aussi différents les uns des autres? Et pourtant, ils existent tous. Tous les ufologues ont travaillé sur tout un tas de phénomènes qui étaient très antagonistes les uns des autres. Moi, je classe ça dans ce que j'appelle l'infrafaune, c'est-à-dire une faune subtile qui n'est pas typiquement intelligente, qui est plutôt intuitive, qui va venir pirater, parasiter la réalité pour exister dans notre réalité. C'est l'infrafaune. La médiafaune, c'est tout simple, c'est nous, c'est-à-dire la faune du milieu. Ce sont les gens qui, par l'inversion de polarité de leur propre cerveau, de leur propre capacité psy, sont en capacité de faire apparaître eux aussi des phénomènes dits surnaturels. Toujours par tension du poilon, par une surtension du poilon. L'infrafaune fait de même. Elle fait ça comment? Eh ben moi, je suis désolé. Je me suis rendu compte que l'infrafaune faisait toujours ça dans un contexte de pollution. C'est-à-dire que là où il y a dégradation du milieu, pollution, par les engrais, par exemple, les engrais agricoles, les lessivages d'engrais agricoles créent un acide par l'azote, et cet acide va créer une électrolyse dans des sols riches en aluminium et en fer. Et on crée une électrification de ces sols et donc une apparition de ces phénomènes. Donc c'est bien la pollution qui va créer un phénomène de pile électrique sur certains milieux. Et ça, l'infrafaune, à chaque fois que j'ai étudié des phénomènes un peu crasseux, un peu sales, je me suis rendu compte qu'on était sur des milieux pollués, comme si l'infrafaune piratait la réalité parce qu'on leur donnait le moyen de le pirater, nous, par nos activités humaines. La médiafaune, elle peut le faire en tout lieu, parce que nous avons tous des capacités insoupçonnées. Nous le savons, hein, le cerveau a des capacités, des ressources énormes. Eh bien, elle a aussi cette capacité de d'agir sur la matière et de créer des phénomènes surnaturels, bien souvent par crise émotionnelle. On dit souvent que les poltergeists sont liés à des adolescents en crise émotionnelle. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire très médiatisée dans l'émission Mystère dans les années 90 avec l'affaire des pommes volantes. Vous vous souvenez en Normandie? C'était très connu cette affaire. Je ne sais pas si Patrice s'en souvient. Non, Non, je c'était m'intéressais pas à l'ufologie à cette époque-là, et bon, ni au et ni paranormal. au paranormal. Alors à l'époque, c'est une dame et un monsieur qui sont en Normandie, ils vivent d'un coup, il y a des poltergeists qui se créent, il y a des hantises qui se créent dans leur maison. Il y a des pommes qui volent, des objets qui volent, il y a des créatures qui apparaissent, il y a des humanoïdes. C'est assez bizarre en fait, on comprend pas. Et puis dans l'émission Mystère, en fait, elle n'est pas bien faite cette émission. Ils ont voulu juste faire du sensationnalisme et puis ils ont juste dit qu'il y a un magnétiseur qui est venu. Il a vu la dame parce que tout semblait tourner autour de la dame. Il a vu la dame, ça s'est calmé, fermé boutique, hop, terminé, circulé, il n'y a plus d'histoire. Moi, j'ai eu la chance d'aller creuser. J'ai été chercher cette enquête parce qu'elle me titillait cette enquête, essayer de comprendre quel était le phénomène qui aurait pu créer une crise émotionnelle dans cette famille. Eh bien, ils ne le disent pas par respect des gens, mais en fait, quelques mois avant, ces gens avaient perdu leur fille dans un accident de moto. Voilà. En fait, ce magnétiseur, il a fait que calmer la dame. Et du moment où il a calmé la dame, d'ailleurs, il a dit, j'ai fait des séances de magnétisme sur la dame. Du moment où il a il a apaisé la dame, il a peut-être même inversé la polarité, il l'a peut-être remis dans le bon sens. Les phénomènes se sont tués, c'était terminé. Et on n'en parle plus. Circulait. Et ça, c'était pas très connu. Je suis le seul à en parler. Tout le monde se souvient de l'affaire des pommes volantes, en tout cas beaucoup, mais personne ne sait qu'en fait cette dame avait perdu sa fille 2 mois avant. Donc, effectivement, il y a une tension. Et là, c'était une tension psychique, et c'était lié à une personne. Et enfin, on a la suprafaune. La suprafaune, c'est celle que moi j'appellerais, c'est ce. Alors, tout le monde a l'image du Vénusien blond, tout ça. Bon, moi, je suis plus du tout là-dedans, hein. Ça c'était quand j'avais 25 ans, j'y croyais. Maintenant, j'y crois plus parce que j'étais sur le terrain, j'ai compris que c'était pas du tout ça. La suprafaune, elle prend la forme qu'elle veut.
Un jour, ça sera la Vierge, le lendemain, ce sera un ovni, peu importe en fait. Ce qui compte pour elle, c'est de s'adapter à la personne qu'elle a en face. Si elle a un technoscientiste, il y aura un ovni. Si elle a un chaman, il y aura une créature chamanique. Et puis, s'il y a un religieux, il y aura la Vierge. Clairement, c'est multiforme, multicouche. Et c'est là juste pour amener un message en disant, eh oh, on est là, regardez, vous n'êtes pas juste un tas de chair qui vit dans l'espace-temps, vous avez quelque chose de plus grand à faire. Alors querellez-vous, trouvez qui on est, mais en tout cas, réfléchissez. Voilà, en gros, c'est ça, hein, la suprafaune. Pour faire très simple, hein, là, je fais exprès d'être volontairement un peu rebelle hein, dans ce que je dis et de titiller. Je suis plus nuancé d'habitude, mais là, on va aller un peu vite. Et la suprafaune, moi, je pensais que c'était un petit peu, entre guillemets, le cinquième règne. On a le règne minéral, végétal, animal, humain. Puis je me dis, à mon avis, la suprafaune, c'est le règne du dessus. Parce qu'on n'est sûrement pas les êtres typiquement les plus intelligents de l'univers. Preuve en est, on est incapable de dire, mais où sont-ils? Le paradoxe de Fermi, on ne comprend toujours pas. Donc, c'est qu'à mon avis, on n'est pas les êtres typiquement intelligents de l'univers. Donc, il y a sûrement un règne au-dessus. Puis ce règne, lui, à l'image du film Interstellar, il est passé à autre chose. Il est plus dans l'espace-temps, il est derrière le Quallon. Et puis, des fois, il repasse une petite main, il nous fait un petit coucou par-delà le Quallon sur un contexte tenseur. Et moi, à l'époque, je croyais que la suprafaune, elle maîtrisait tout, elle avait pas besoin d'attendre un contexte tenseur pour rentrer. Moi, foncièrement, je pensais que c'était juste l'infrafaune qui devait pirater la réalité, parce que je pensais que s'il y avait un règne supérieur à nous, il devait tout maîtriser. Eh ben non, je suis désolé, à l'utilisation, à la vérification. Le cas d'Aravilliers, par exemple, qui est un cas quand même où les entités expliquent des choses aux témoins. Le témoin, quand il est revenu dans sa vie de tous les jours, il a été transformé. Il a souffert au début, puis après, il a mieux vu. Il a gagné 10 ans physiquement. Il a eu un discours sur l'écologie qui était beaucoup plus proche des écolos, alors qu'il n'était pas du tout. Une proximité avec les gens, un discours qui change. Il a changé en bien, ce monsieur. Donc le cas d'Aravilliers a dû être quelque chose de positif quand même. Et pourtant, le phénomène d'Aravilliers a attendu une syzygie et a attendu une acidification d'un milieu pour apparaître. Alors, peut-être juste pour nous dire, on peut faire ce qu'on veut, mais on va le faire dans ces cas-là pour que vous commenciez à comprendre que le Quallon, il existe et que l'inversion de polarité, c'est la seule chose qui vous sépare de nous. Voilà, c'est ce qu'aujourd'hui les conclusions que moi j'en tire. Si on peut aller plus sur la, Ouais. voilà, je te remercie. Donc l'infrafaune, pour reprendre en gros ce que c'est, pour moi c'est un parasitage. Voilà. Importance des sites anthropisés. Je prends le cas de Point Pleasant. J'en avais parlé dans Bigfoot Dogman entre matérialité et immatérialité. Point Pleasant, tout se situait au niveau de la zone TNT. Il y a eu des écoulements de la poudre noire qui ont acidifié le sol sur la zone TNT. Tout tournait autour de la zone TNT. C'est pour ça qu'on entend bien la zone TNT dans cette histoire. Oui, c'était une zone de stockage polluée. Du coup, acidification des sols, pozolification des sols, contexte tenseur, parasitage. La présence d'une médiafaune émotionnellement exacerbée. Les cas les plus agressifs sont les cas sud-américains. Pourquoi? Parce que nous avons une population de gens qui mélangent tout. Et ils mélangent le spiritisme, et ils mélangent la magie, le vaudou, et la religion chez eux est très exacerbée. Ils sont typiquement des profils 1, c'est-à-dire des profils de gens qui sont dans l'émotionnel, spirituel, qui créent des phénomènes à leur image, tout simplement. Voilà. Donc les phénomènes les plus agressifs sont en Amérique du Sud, hein. Bon, après, il y a une affaire des marcheurs en Russie, là, mais est-ce que c'est un phénomène ovni, ça, j'en sais rien. Le col de Euh, Diatlov? le col de Dyatlov, c'est à voir. Là, c'est quand même un cas Ouais, un c'est peu pas crasseux, évident. mais C'est pas c'est pas évident. évident de savoir ce que c'est, hein. Ça peut être russe, ça peut être des essais nucléaires, ça peut être tout, hein. Là, je peux pas l'intégrer, ce truc-là. Je peux pas. Ouais, Polyed, on nous dit le col Dyatlov, c'est autre chose. Je pense aussi. En tout cas, les affaires sud-américaines nous montrent bien que face à une population un peu exacerbée, une forme de religiosité à l'extrême, ben, on a un truc à l'image, en fait. Ces phénomènes se mettent Oh, un peu à mais leur image. t'es pas le seul à avoir remarqué ça. Il y a beaucoup de gens On qui. est d'accord. Non, mais Ouais. moi, je ne dis pas que je suis le seul. J'essaye d'amener de la Mm. cohérence à tout ça, Patrice. C'est surtout ça, Mm. hein. Et puis, il y a une recherche de surdensification, en fait. Ces phénomènes, ils cherchent à durer dans le temps. Et durer dans le temps et durer dans l'espace, c'est venir se surdensifier. Et venir se surdensifier, c'est venir faire de la mutilation animale. Qu'est-ce qu'on cherche dans la mutilation animale? On cherche les muqueuses, on cherche le foie. C'est tous des éléments très riches en fer et en soufre.
le fer et le soufre, sont des éléments de stabilisation physique. J'en parle dans mon livre, hein, plus amplement. Donc, pour moi, tous ces éléments sont liés à ce que j'appelle une infrafaune. Aujourd'hui, c'est ce que moi je dis. Peut-être que dans 5 ans, quand je reviendrai, Patrice, si je reviens, si tu m'invites, je te dirai peut-être, écoute, je me suis planté, Patrice. On va évoluer parce que j'ai pas de dogme en fait. Moi, pour l'instant, je fais des constats en fonction de ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Mais tout est ouvert encore aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, pour l'instant, c'est ce que je pense. Voilà, mais je suis pas arrêté. On peut aller plus Bon, loin sur la rendez-vous dans diapo 5 suivante. ans, mais ça va. Ouais, clairement. Diapositive suivante. La médiafaune. La médiafaune, c'est l'homme. On constate des profils de témoins qui sont cogénérateurs récurrents, c'est-à-dire que bien souvent, autour de mêmes profils de personnes apparaissent des ovnis, des hantises, tout un tas de trucs inexpliqués, paranormaux, etc. Et ça, aujourd'hui, on n'en parle pas encore beaucoup. Le- les gens, les témoins entre eux, même quand on en parle entre nous dans un repas ufologique, on est tous d'accord, hein. Parce que tous ces gens qui viennent au repas UFO, ils ont vu des ovnis, mais ils ont aussi d'autres cordes à leur arc, mais personne n'en parle pour faire propre. Et ça, c'est bien dommage. On se rend compte qu'on a 3 profils. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai vus. Profil 1, c'est ce que j'ai appelé les exacerbés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas conscience d'être eux-mêmes le centre de ces phénomènes, et pourtant ils le sont. Et ils sont dans un émotionnel exacerbé. C'est souvent des gens qui sont, tu vois, dans le. Il n'y a pas de limite. Ils n'ont pas de retenue dans ce qu'ils pensent. Ils te le disent, ça pleure, ça rit, ça crie. D'ailleurs, moi, j'ai jamais autant côtoyé de chanteurs, de danseurs et de musiciens que depuis que j'enquête sur le terrain, hein. Avant, je connaissais personne en musique, en chant et compagnie. Aujourd'hui, je ne rencontre que des chanteurs, des acteurs, j'en ai toute une panoplie de copains qui sont liés à ces phénomènes, hein, et qui sont des intermittents du spectacle, des gens qui sont dans l'artistique. Parce que l'émotion fait partie de ces gens et bien souvent, ces gens aussi ont des phénomènes, pas tous, mais une grande partie. Et preuve en est, avant, je connaissais personne. Moi, je suis issu du milieu agricole, hein, donc je connaissais pas les artistes, hein. Et je ne connais des artistes que depuis que j'enquête sur ces phénomènes. Donc, c'est très étonnant. Et leur mental, il est plutôt collectif. C'est des gens qui vont plutôt écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, clairement, hein, ce qu'on dit, ben, c'est répété, c'est amplifié. Donc on a un émotionnel pas très contrôlé, puis on a un mental collectif, quoi. Voilà, on n'a pas encore un individu qui va penser par lui-même. Le profil 3, c'est monsieur, madame, tout le monde. Émotionnel limité, on a de la retenue, on ne dit pas ce qu'on pense, on dit pas, voilà, on retient pas les choses pour nous, et on a par contre un gros mental. C'est monsieur, madame, tout le monde, hein, c'est en ce moment dans une société très égocentrée, très individualiste, c'est moi, c'est le profil 3, quoi. Pour faire simple, hein, je simplifie énormément, hein. J'en suis bien désolé, mais je suis obligé d'aller vite. Le profil 2, ça, c'est ce que je rencontre de plus en plus, notamment dans les repas UFO. C'est des gens qui se disent, non mais j'ai vu un ovni, avant je sortais de mon corps, il y a quelque chose, c'est pas normal, c'est pas les extraterrestres, il y a autre chose. Ou s'il y a extraterrestre, il y a aussi d'autres trucs. C'est pas possible, il y a autre chose. Et ils s'intéressent à de plus en plus de choses. C'est des gens qui sont dans l'émotion, mais cette fois-ci dans l'émotion de l'empathie, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt pour les autres. De plus en plus, leur champ d'émotion s'élargit aussi aux autres. Il y a une recherche de spiritualité qui se développe. Et puis, leur mental, il fait place de plus en plus à une forme d'intuition. Ils commencent à ressentir. Ils commencent à essayer, au-delà de leur mental, de ressentir les choses. Moi, je vous parle vraiment de témoins que j'ai rencontrés sur le terrain, là, hein. C'est pas de la spéculation, hein. Je veux dire, c'est des dizaines et des dizaines de témoins qui, au final, à la fin, en simplifiant, on obtient ces profils-là. Les profils 3, ils rencontrent jamais rien, eux, hein. À moins d'être vraiment sur un gros contexte tenseur, où le milieu suffit à lui-même pour produire quelque chose. Sinon, les profils 1 et les profils 2 sont bien souvent les cogénérateurs des phénomènes. Le phénomène vient parce que le témoin a fait appel d'air, bien souvent. Voilà, si on peut passer Oui. à la suite. Donc, bah, par exemple, voilà, je voulais vous donner des exemples. On a, par exemple, la croix bleue, là, les flèches bleues. On a un profil 3. Ce profil 3, lui, il va voir quelque chose. Tiens, c'est étonnant, il voit un truc. Pourquoi? Parce qu'il est sur une ley line, il est sur un endroit où, en fin de compte, on a une ambiance anthropique, on a un contexte tenseur. Et là, coup de chance, cette personne-là, même s'il est profil 3 qui génère rien du tout, il est au bon endroit au bon moment, il voit quelque chose, quand même. Il y en a quand même. Ensuite, on a
l'autogénération, c'est l'image la plus à droite. On voit deux flèches rouges. Là, c'est le profil 1 ou le profil 2. Sensibilité exacerbée, projection mentale, on crée un phénomène. Pour peu qu'on soit sur une ley line, qu'on habite à un endroit précis, on génère des phénomènes de hantise, par exemple, entre autres. Mais pas que, hein. Il y a tous les phénomènes liés à la médiumnité aussi. Et en dessous, comment un phénomène peut être bloqué par plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un en capacité de générer, mais comme il y a quelqu'un à côté, un profil 3, qui lui est dans une forme d'incrédulité, c'est comme s'il était négantropique, c'est-à-dire qu'il capte et il casse ce que va faire le profil 1 et 2. C'est pour ça que, par exemple, en spiritisme, bien souvent, quand on a quelqu'un qui ne croit pas à ça, qui est très dans l'opposition à ça, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que la personne, elle vient embêter le monde. Elle vient gêner ce qui se passe sur le plan subtil. Voilà. Ça, je le développe beaucoup plus dans Qualon, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer où j'ai été dans ma phase de recherche. Puis on va terminer sur la diapo suivante, sur la suprafaune. Moi, j'ai appelé ça le cinquième règne, pour faire simple. Je ne vais pas mettre de nom dessus. Parce que malheureusement, quand on met un nom dessus, on a des levées de boucliers, surtout dans le milieu ufologique. Je vais appeler ça le cinquième règne, c'est-à-dire le règne qui est juste au-dessus de celui de l'homme et qui répond au paradoxe de Fermi. Mais où sont-ils? C'est le cinquième règne et ils sont pas ici. Ils sont juste derrière le Qualon. Voilà, ils ont passé l'étape. Alors, peu importe, est-ce que ce sont, si on va en théosophie, Dharma, les Manasaputras, pardon, la conscience de notre soleil, un cinquième règne dématérialisé, une partie délocalisée de l'âme humaine? Il y a des gens qui en parlent. Je cite notamment Philippe Solal qui en parle. Moi, je suis fermé à rien du tout. C'est le cinquième règne. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui se joue de l'espace et du temps, et qui se joue de l'espace et du temps derrière le Qualon, et qui peut y rentrer quand il veut. En tout cas, il a le respect de trouver une zone poreuse pour y rentrer. Voilà. Je ne sais pas s'il maîtrise, s'il est en capacité de le faire quand il veut. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai vérifié un cas, c'était toujours dans un contexte tenseur. Donc, il y a sûrement des lois, et ces lois, il les respecte, en tout cas. On a derrière le Quanon une notion en théosophie qui parle d'arupik. Arupik signifie sans forme. C'est pour ça que un phénomène qui va apparaître face à un témoin, il va prendre une forme qui est compréhensible par le témoin, un masque, si vous voulez. Et c'est le petit schéma que j'ai mis à côté. Arupik signifie sans forme en théosophie, donc il va prendre un masque et apparaître au témoin en fonction de ce que le témoin est capable d'en comprendre. Pour un ufologue, il va utiliser les ovnis, pour un croyant, il va utiliser la Vierge. C'est très simple ce que je dis, hein, je schématise très simplement, hein. Et puis, pour on va dire un chaman ou des gens issus des peuples premiers, il va prendre une forme euh, anthropomorphique, une forme liée au chamanisme. Peu importe. L'important, c'est de se faire comprendre pour que derrière jaillisse le message. Et c'est le message qui compte, en fin de compte. Je vais prendre le cas de Rosa Lotti, en Italie, qui est très connu. Ça a eu lieu quand? Ça a eu lieu le 1er novembre. C'était la fête de la Vierge. Et Rosa Lotti, elle était partie pour offrir des fleurs à la Vierge. Donc elle avait, comme il avait plu la veille, forcément c'était sur un sol en plus argilo-ferreux, donc le sol était humide. Et qu'est-ce qu'on faisait sur le chemin de Rosa Lotti? On était en train d'électrifier la colline. On était en train de faire passer une ligne, une nouvelle ligne électrique. C'était la première fois qu'on en passait une. On était en contexte électrique et en contexte humide là-bas. Rosa Lotti, qui était partie pour donner des fleurs à la Vierge, marche sur le chemin. Les deux petits personnages arrivent et lui prennent ses fleurs et les emmènent au ciel. Intéressant quand on le voit sous cet angle. Je suis allé en vacances dans cette région et j'ai été surpris de revoir ces deux petits personnages. Ce sont les deux angelots qui accompagnent la Vierge. Ils sont présents partout. Là où est représentée la Vierge en Italie, on a toujours les deux angelots juste en dessous. Toujours. Très étonnant quand on voit que ces petits extraterrestres avaient des capes comme pour des ailes. Et au final, ils ont emmené le bouquet qui était pour la Vierge au ciel. Ça, je vous laisse réfléchir. On va étudier trois cas. Infrafaune, médiafaune, suprafaune. On va faire trois cas. Ça sera plus concret pour vous plutôt que la théorie avec laquelle je vous assomme depuis tout à l'heure. On va voir le cas de la vague belge des années 90. On va l'expliquer sous l'angle du Qualon. Quel contexte tenseur a pu permettre pendant 2 ans, à peu près, 2, 3 ans,
des apparitions comme celle-ci, à grande ampleur, avec des triangles en plus. Ensuite, la médiafaune, on va expliquer une disparition d'une personne, en fait. C'est pas lié aux ovnis directement, mais c'est une personne qui est partie derrière le Qualon, en fait, qui a eu une inversion de sa polarité, qui s'est retrouvée derrière. Et vous allez voir, c'est très concret. On va se rendre compte que le territoire, le terroir donne les réponses. Il suffisait juste de regarder, en fait, sous le bon angle. Et puis la suprafaune avec l'affaire ufologique d'Aravilliers. Allez, on y va, Patrice? Oui. Voilà. Voilà. Merci. Alors, j'ai repris le travail de Monsieur Côté, et je cite son travail puisqu'il est de qualité. OVNI à l'assaut du fer terrestre. C'est une personne qui a, lui aussi, qui s'est lancé dans une théorie. Sa théorie à lui, c'est que des ovnis, des extraterrestres, là on est plutôt sur la vision, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, hein, moi j'ai une vision interstellaire. Monsieur Côté a une vision Star Wars, c'est-à-dire une vision extraterrestre, des civilisations, etc. Voilà, ça lui appartient, moi ça m'appartient. C'est deux films, hein, je me permets de dire que moi c'est Interstellar, lui c'est Star Wars, donc il n'y a pas de moquerie du tout avec Monsieur Côté, hein. Je Juste une respecte son... parenthèse, il est passé au Paris et on peut retrouver la vidéo où il a expliqué ses théories. Eh ben c'est parfait, vous pourrez aller écouter juste après, c'est parfait. Monsieur Côté nous explique que ben il y a des ovnis, effectivement, ils sont toujours présents là où il y a du fer. Donc il se dit, mais ils prélèvent du fer. Normal, avec cette vision extraterrestre, ça paraît cohérent de se dire, les extraterrestres viennent prélever le fer terrestre, et puis voilà, tout simplement. Moi, j'ai pas cette vision-là, j'ai la vision du Qualon. Vous l'avez vu, le fer à Calvi, il était présent. Stabilisation de mon ovni sur les crêtes de Calvi avec une roche ferreuse sur un contexte tenseur électrique lié à un orage sec. Les observateurs de ces ovnis triangulaires remarquent que les ovnis corrigent scrupuleusement leur hauteur par rapport à la dénivellation du sol. Quand il y a un creux, l'ovni descend. Quand il y a une butte, l'ovni remonte. Même s'il est déjà très haut, il n'a pas besoin de le faire en fait. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de le faire, c'est marrant, le jeu de mots. Mais en tout cas, il n'aurait pas besoin de réaliser ça. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de corriger à ce point-là. Au millimètre près. Tiens, ça ressemble à moi mes ovnis lorsqu'ils étaient au-dessus de la cime des arbres, ils corrigeaient systématiquement comme pour se faire remarquer. Et puis, les ovnis suivaient les autoroutes. Voilà en gros ce qu'on remarque quand on reste sur l'effet des témoins et le travail de Monsieur Côté. Si on peut passer à la prochaine, voilà. Je me suis dit, dans le cadre de cette vague belge, il y a forcément un contexte tenseur qui a dû durer une certaine période, un temps donné, et qui a disparu après. Si ma théorie fonctionne, c'est ça, en fait. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Je suis obligé, avec ma théorie sur le Qualon, de dire, dans le temps, quelque chose a existé sur ce milieu qui a fait que l'entrée dans le Qualon a été possible et ces phénomènes ont jailli chez nous. Je me suis dit, effectivement, Monsieur Côté a raison, il y a du fer dans le sol, ok. Il y a aussi de l'aluminium d'ailleurs. Il y a une anode et une cathode. Donc on est bon. Maintenant, il me faut un acide pour faire une pile et donc générer un contexte électrique sur le sol pour que mon Qualon puisse s'ouvrir et faire sortir mes ovnis si on est cohérent avec la théorie que je vous avance depuis tout à l'heure. Existait-il un acide en capacité d'électrifier le sol? Alors j'ai regardé la pluviométrie parce que je me suis souvenu quand j'étais petit qu'il y avait des pluies acides en Europe. Donc j'ai regardé les pluies, je me suis rendu compte effectivement que là on voit, hein, effectivement le niveau de pluie c'est ces cartes bleues, que là où il a plu très fort, ben, c'est là où il y avait les ovnis, effectivement. Alors je me suis dit, ces eaux-là, est-ce qu'elles charriaient pas une forme d'acide? Et j'ai regardé, dans les années 90, si on n'avait pas des pluies acides. Et ça colle. Nous avions des pluies acides à cette époque. Pourquoi? Parce que la Belgique était confrontée à une pollution très importante liée aux industries évidemment lourdes de l'Europe, mais aussi liée à sa pollution, puisque des camions, on sait que la Belgique est une plaque tournante des camions hein, en direction de la Hollande et ensuite de l'Europe du Sud. Donc on avait une très grosse pollution par les hydrocarbures et par les polluants industriels. Sauf que à partir de la date où ont cessé les vagues belges, on s'est rendu compte que la pollution était en train de se stabiliser puis de disparaître tout doucement du fait des lois humaines, des lois qui ont permis de moins en moins polluer. Et le phénomène a cessé. Pourquoi, du coup, les triangles corrigeaient scrupuleusement leur distance par rapport au sol? Parce qu'ils utilisaient l'électrostatique des sols
pour continuer à exister dans notre réalité. Et tout simplement, il corrigeait, non, c'est pas qu'il corrigeait, c'est qu'il suivait le circuit électrique, tout simplement. Il suivait les autoroutes, non pas parce qu'il y a des lumières qui éclairent les autoroutes la nuit, mais parce que les polluants autoroutiers, issus des gaz d'échappement des camions, ruisselaient sur l'autoroute, puis ensuite partaient sur les extérieurs le long des autoroutes. Et donc on avait une pollution et une acidification et donc une électrification des sols beaucoup plus importante. Si on peut passer à la suite, Oui, Patrice, s'il te plaît. On va étudier maintenant un cas qui sort de l'ufologie, quoique les abductés peuvent nous en parler de ces êtres qui les enlèvent. Nous avons le cas d'un monsieur qui s'appelle Maud Azaroul. C'est un monsieur, un Malaisien. Donc ça se passe en Malaisie en janvier 2017. Il part sur une colline qui s'appelle Broga Hill. Et puis, il part avec un groupe pour aller jusqu'en haut de Broga Hill. C'est un circuit de randonnée malaisien. Ce monsieur démarre le matin vers 8-9 heures. Il monte sur la colline. C'est un cas référencé, hein. Vous pouvez tout retrouver, notamment dans l'émission de Lionel Camille. Je fais un petit peu de pub, même si voilà, j'ai rien à voir avec ce monsieur, mais c'est comme ça que j'ai entendu cette histoire. Et ce monsieur disparaît. C'est-à-dire qu'il décide de prendre de l'avance sur les copains, et puis quand il arrive en haut, il disparaît. Il disparaît pendant une paire de jours. Il y a 300 personnes qui le cherchent. La butte de Broga Hill, de Broja Hill, c'est une butte de pelouse, donc il n'y a pas d'arbres, il y a rien. En fait, quand on est dessus, on ne peut que se voir à des centaines de mètres à la ronde. Il disparaît, il n'est plus présent. Il disparaît pendant une paire de jours. 700 personnes sont mobilisées. Il revient, d'un coup, on le retrouve à l'endroit même où il avait disparu quelques jours après. Il est complètement désorienté et il tient des propos étranges. Je vous rappelle les dates. 22 janvier 2017, il disparaît. 28 janvier 2017 à 11h30. 11h30. Vous allez voir que l'heure est importante. Il réapparaît. Je te laisse passer à la oui, diapo suivante. Alors, on va d'abord regarder ce milieu, comment il est. C'est un point haut qui domine le sud du secteur. On le voit bien, hein, la topographie, elle est très visible sur la carte. Tout ce qui est ombré, là, c'est des points hauts, hein. Et Broga Hill, il est au centre. On voit les deux petits ronds rouges avec un petit personnage qui fait de la randonnée, hein. C'est un point haut. C'est une roche granitique qui est présente dessus et piézoélectrique, puisqu'il y a des inclusions de cristal de quartz dans le granit. Une localisation du site de la disparition au bord d'un relief balayé par les vents. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle de la triboélectricité. Triboélectricité, c'est lorsque le vent vient frotter un sommet et crée, comme on vient frotter une règle en PVC sur son pull, vient créer un courant électrostatique. Cette forêt est entourée d'une clairière, cette clairière est entourée d'une forêt. On a un effet clairière. Tiens, c'est marrant, les effets clairières dans les apparitions d'ovnis, il y en a pas mal dans les années 60. C'est dans les clairières que ça se passe souvent. Et des hautes herbes qui se frottent, en fin de compte, c'est des herbes qui en permanence, il y a un frottement en fait, en permanence. Et on a une présence de deux sites religieux. Si on trace le trait, on a la ley line qui apparaît et qui vient passer sur Brojaï, là. Si on peut passer à la suite, s'il te plaît, Patrice. À ce moment précis, là où disparaît Maud Azazoul, vous regardez l'espèce de graphique rouge. Quand c'est rose et rouge, c'est que c'est sec, complètement. Au moment précis où disparaît Maud Azazoul, on a une pointe d'humidité, je l'ai entourée en bleu. Juste à ce moment précis. Juste une pointe d'humidité à ce moment précis, ce jour précis. Étonnant, hein? Et on voit que tout ça, à ce moment-là, est humide. Très étonnant. On passe à la suite, oui, s'il te plaît. Regardons le contexte lunaire. Le 22 janvier, alors je vérifie, je me trompe pas, oui, à la date où il disparaît, euh, nous sommes vers la fin du cycle lunaire. On va bientôt approcher une syzygie, c'est-à-dire une nouvelle lune, un alignement lune-Terre, pardon, oui, lune-Terre-Soleil, alignement. Et il disparaît à ce moment-là, dans un contexte très sec, triboélectrique, avec des ley lines qui passent sur la montagne. Si on peut passer à la suite.
Le jour où il réapparaît, c'est le jour de la syzygie. On est en contexte Terre, Lune, Soleil, mais on va même plus loin, puisque ce jour-là, le Soleil a rendez-vous avec la Lune à la minute près. Nous avons un alignement complet, 2 jours des 3 astres. À la minute près, on arrive au sommet des 2 côtés de, de l'exposition des 2 astres. Une fenêtre de tir, en fait. On ne pouvait pas faire mieux. Et à ce moment-là, il arrive ce phénomène très étrange. Quand je vous dis tout ça, bon, ok, c'est des constats. Maintenant, la personne qui a disparu, elle était où à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle dit? Bon, on va passer je crois, alors, viens, je vais le dire à l'oral. En fait, ouais, il n'y a pas. Si tu veux revenir en arrière, s'il te plaît. Oui, À 11h30 le 27 janvier, donc c'est bien la date de cette configuration précise. Maud Azazoul, en fait, ça fait une paire de jours qui nous explique qu'il est dans une caverne. Il nous dit, je suis dans une caverne, je suis à moitié hébété, je suis entre le rêve et le sommeil. Je prie beaucoup parce que j'ai très peur. En fait, le matin du 22, j'ai une petite jeune fille habillée en blanc qui est au sommet, qui apparaît de nulle part et qui me dit, viens, tu veux venir avec moi? Suis-moi. Il dit, je voyais pas de mal, c'était une enfant de 7 ans. Je me dis, elle a peut-être besoin d'aide, je la suis. Ni une ni deux, elle arrive à hauteur d'un rocher de granit, il disparaît, comme ça. Il n'y a pas de grotte hein, là-dedans, je vous le dis, il n'y a pas de grotte. Hein. Il n'y a rien du tout. Il y a 700 personnes qui ont cherché, il n'y a pas de grotte hein, au sommet. Hein. Sinon, on l'aurait su quand même. Hein. Il y a des hélicoptères qui me sont passés, tout ça. Donc ce matin-là, lui, il voit une petite jeune fille, elle lui dit, tu veux me suivre? Ok, il suit. Boum, il se retrouve dans une caverne. D'un coup. Et là, il se retrouve prisonnier dans cette caverne, en fait. Et tous les jours, il y a une jeune femme qui vient lui demander, est-ce que tu veux te marier avec moi? Est-ce que tu veux te marier avec moi? Une très belle jeune fille habillée en blanc, très éthérée, en fait. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Lui, il lui dit non. Non, relâchez-moi, je veux pas. Pour lui, ça dure un temps. Il est incapable de donner ce temps. Il a perdu la notion du temps et de l'espace. Mais tous les jours, elle vient le voir. Donc, il prie. Et à un moment, au moment où il croit que tout va être abandonné pour lui, il va mourir là, quoi. Il ne sait pas où il est. Il y a un cobra qui arrive, un cobra royal. Tout ça est très symbolique, hein. Un cobra royal, en fait, c'est les dieux, hein. C'est les dieux protecteurs, les cobras royaux en Malaisie. Hein. Il y a un cobra royal qui lui susurre, suis la lumière, pars, suis la lumière. Et effectivement, il voit au fond de la caverne une lumière. À la minute, en fait, où il suit cette lumière, il réapparaît à 11h30, à l'heure exacte où la lune et le soleil sont alignés. Ça, je suis le seul à en parler, le seul à l'avoir vu. Ça n'existe nulle part. Voilà, j'ai fait cette recherche moi-même. Très étrange de se dire que, vous vous souvenez, hein, en occultisme, on disait que lorsqu'il y avait un alignement de planètes, on avait une proximité des plans subtils, une très grande proximité, surtout sur l'alignement des plans subtils. Ce monsieur a disparu une paire de jours, personne ne l'a retrouvé sur ce bout de caillou. Il réapparaît de nulle part. Au moment où il réapparaît, il y a 2 personnes qui cherchent encore, qui entendent un cri, vaguement un vague cri le long d'un rocher, ils le retrouvent. Et lui, il aura fallu une dizaine de jours hospitalisé, déshydraté. Il explique ce qu'il a vécu et comment il est revenu. Il a suivi la lumière. La seule lumière qu'il a suivie, c'est le soleil, en fin de compte. Tout était aligné pour qu'il revienne. Il a eu à la fois énormément de malchance, mais à la fois énormément de chance parce que des gens qui disparaissent en Malaisie dans ces conditions-là, il y en a énormément. Parce que le sol est un sol très particulier. C'est un sol qui est piézoélectrique et avec une forte triboélectricité. Donc une électrification du sol qui est quasiment permanente à certains endroits. Donc il y a eu plein d'autres disparus. Si tu passes sur la page suivante, je me suis oui, amusé, volontiers. merci Patrice, je me suis amusé à replacer toutes les grandes disparitions inexpliquées du monde entier, notamment celle de Maud Azazoul, mais d'autres. Et j'ai fait apparaître par rapport au jour lunaire. Regardez le nombre de disparitions inexpliquées. Alors, toutes ne sont pas liées sûrement à de l'inexpliqué tel que moi je l'explique, hein. Mais quand on regarde la masse des cas les plus mystérieux, regardez au niveau de la pleine lune, j'ai fait un pointillé pour montrer à peu près en zone pleine lune, on a l'impression qu'une majorité de ces personnes sont calées sur la pleine lune. Je parle de disparitions mystérieuses, hein. Tous ces gens-là, c'est vraiment des gens où, typiquement comme Maud Azazoul, sauf qu'ils ne sont jamais revenus. Très étonnant. Comme si une inversion de polarité des corps était possible et que le corps complet disparaissait derrière le Qualon. C'est ce que je mets en lumière dans mon livre et que je développe évidemment
d'une manière plus dense. Donc, ce que les ovnis sont capables de faire dans un sens, l'homme, malheureusement accidentellement, est incapable de le faire, est capable de le faire dans l'autre sens. Ça fait réfléchir. Si tu peux passer, voilà. On va étudier le dernier cas. Donc, c'est un cas d'ovni. On revient aux ovnis, hein, on respire, ça y est. On revient en zone familière, Patrice. Merci. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes le 10 janvier 1998, il est 7h20. Nous sommes à ce moment-là à 2 jours avant la pleine lune, J-2. Quatre chasseurs de profils sociaux-pro très particuliers, parce que ce sont des gens militaires, des gens qui travaillaient dans l'armement, des gens qui avaient du secret défense, des ingénieurs. Enfin, c'était des retraités, mais c'était pas n'importe qui. Ils ont été choisis, ces gens-là. C'est pas possible autrement. Ils vont choisir d'aller chasser sur la butte de Rost. La butte de Rost, c'est le mont le plus haut d'Île-de-France. Tiens, c'est marrant. On choisit encore un lieu très symbolique. Paris, c'est quand même le siège de l'État français. Et on vient chercher des gens qui sont quand même assez proches des hautes sphères. Et on vient les mettre, enfin, on vient créer un phénomène sur une butte qui est la plus haute de région parisienne. C'est une butte forestière argileuse posée sur une nappe phréatique de grande ampleur, puisque nous avons une station de pompage à moins de 10 mètres où est passé l'OVNI, sur la station de pompage juste à côté du calvaire. Très grosse station de pompage parce que très grosse nappe phréatique. Et nous avons en dessous de cette butte de Rosne du gypse. Le gypse est un sel. Des carrières de gypse, il y en a d'autres en région parisienne. Il y en a eu à Taverny. Taverny, site militaire, parce qu'on a réexploité les carrières de gypse souterraines pour en faire des bases souterraines enterrées. Alors on se disait, bah oui, il y a des ovnis parce qu'il y a une base militaire. Non, il y a des ovnis parce qu'il y a du gypse. D'accord? Du coup, il y a un lien entre Taverny et Aravilliers, parce que la nature du sol est identique. C'est blindé d'eau et le gypse dissous dans l'eau donne une eau saliniteuse. C'est une eau qui est riche en sel et qui nous crée une pile saline, tout simplement. L'OVNI mesure 45 mètres de diamètre. C'est un village qui a été impacté psychiquement. Tout ce village a subi les impacts. C'est très référencé, ça, hein. Le maire qui s'est pas réveillé, qui était en retard alors qu'il se réveille jamais. 30 maisons qui se sont vendues suite à ça, parce qu'à mon avis, dans les chaumières, il y a dû avoir des impacts. Donc, les gens ont voulu se sauver, hein, littéralement. On a une perte de repère des témoins, une disparition de 7 minutes, une intégration dans l'OVNI, comme une EMI et une impression d'avoir fait le tour de la Lune. Et ça, je reprends le terme du témoin. C'est le témoin qui a dit: j'ai l'impression que je suis passé à côté de la Lune. C'est marrant, on était à 2 jours avant la pleine Lune. Comme si l'effet lunaire avait un impact. Et ça, il l'a dit, hein. Moi, je ne reprends pas des termes qui sortent de nulle part. Je reprends ce que les gens disent, les témoins. Je sors rien de mon chapeau. Je reprends les faits et je les utilise. Vas-y, Patrice, s'il te plaît, si tu peux passer à la suite. Merci beaucoup. Les témoins entendent des choses. En tout cas, un témoin, parce que les autres ont perdu conscience, comme s'ils étaient en incapacité, une fois qu'ils sont montés sur les plans subtils, de garder leur continuité de conscience. Seul un a réussi. Peut-être qu'il était un peu plus fort mentalement ou psychiquement, qui sait. En tout cas, on dit à ce témoin: ruban de Moebius, inversion de polarité, tachyon. Tout fonctionne sur le principe positif, négatif. D'abord, il rencontre un premier niveau de créature, en fait. Alors, le chasseur qui voit apparaître la deuxième voiture qui arrive. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit d'un seul coup le véhicule qui disparaît. Tout à l'heure, je vous avais dit que la matière avait différents états, qu'une matière pouvait être matérielle, mais elle pouvait être ensuite dans un autre état. La matière de la voiture a disparu. C'est un fait. C'est ce qu'a dit le témoin. La voiture a disparu. Elle a été délocalisée, elle a été dématérialisée. Excuse-moi, sur un Ouais. ravillier, tu te bases sur de Forge, Keller, Alors, il faudrait que je le retrouve. Oui, je me base sur un document d'un ufologue. J'ai noté les références, là, je ne l'ai plus en tête, hein. d'accord, parfait. C'est un de ceux qu'on trouve très facilement sur Internet quand on tape cas d'Aravilliers. C'est un PDF avec le joli dessin, le croquis, avec l'OVNI avec toutes les couleurs, jaune, rouge, bleu. Tu le vois, le dessin? On voit la croix d'ailleurs du Hmm. calvaire. C'est un croquis qui a été fait. C'est pas Monsieur Deforge, ça doit être l'autre monsieur.
Ouais, parce que ça a été réenquêté par, Oui. par Kessler. Ouais. Ouais. D'accord. Euh, on- il y a donc un premier niveau. Il disparaît de la réalité pendant 7 minutes. On en tient compte. Ensuite, on se retrouve face à un premier niveau d'entité, des entités très froides. Il n'y a pas d'émotion chez ces entités. On le dit, hein, il le dit, obéissance, obéissance, obéissance. Enfin, je veux dire, il n'y a pas il y a pas l'amour inconditionnel, hein. Quand, quand on écoute, c'est des entités particulières quand même. C'est très robotisé, c'est très froid. Nous, on l'appelle ça en occultisme le plan mental. C'est-à-dire qu'on a passé le plan des émotions, on est sur le plan mental, le plan des idées. En occultisme, on dit que les créatures qui vivent sur ce plan-là sont des créatures froides, entre guillemets. Elles sont mentales. Elles sont pas là pour aimer, elles sont pas là pour tenir des beaux discours avec des petits oiseaux et des petits oiseaux qui chantent. Elles sont là dans le pragmatisme. C'est le plan mental. Ça y ressemble. En tout cas, moi, je trouve. Ensuite, il est catapulté de nouveau. Celui qui a gardé la continuité de conscience, il est catapulté. Et il dit, j'ai l'impression de passer derrière la Lune, hein. Il le dit. J'ai l'impression d'avoir voyagé derrière la Lune. Très étonnant par rapport à l'effet lunaire dont je parle depuis tout à l'heure. Et là, il se retrouve face à une entité anthropomorphique, tiens, c'est étonnant, à tête d'oiseau, et cette entité lui donne toutes ces infos. Ruban de Moebius, inversion de polarité, voilà, on lui donne tout un tas d'infos. D'ailleurs, il n'arrive pas, le cerveau n'est plus là, il n'arrive pas à retenir tout ça. Il sait qu'on lui donne des choses, mais il n'arrive pas à le garder comme il faudrait. Donc, il est monté de plan en plan. En théosophie, c'est ce qu'on dit, hein. On passe du plan physique au plan éthérique, là où la matière se dissout, puis on passe sur le plan des émotions, puis on place sur le plan du mental, c'est-à-dire un moment où l'émotion n'a plus lieu d'être. C'est un milieu arupique, c'est-à-dire dénué de forme. On va sortir de la forme. Et à la fin, on a une entité maîtresse qui a fait penser d'ailleurs à ce monsieur à une entité sumérienne qu'il a nommée Ishar. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pas la première fois. Ishar, ce n'est ni plus ni moins aujourd'hui que l'équivalent de la Vierge Marie chez les catholiques. Très étonnant avec le cas de Rosalotti d'ailleurs, parce qu'on retrouve encore une espèce d'entité mère, une entité matricielle. Voilà, c'est bien de retenir ça. Une espèce d'entité matricielle qui vient donner les informations au point le plus haut. Voilà. Donc moi, je fais le détail dans mon livre sur tous les contextes tenseurs d'Aravilliers à ce moment précis. Le contexte lunaire, le contexte de l'eau, le contexte d'une pile électrique réalisée par la butte de Rosne, euh, la présence de Leyline, parce que vous vous souvenez que juste au-dessous de l'OVNI, qu'est-ce qu'on a, Patrice, si tu connais ton sujet? En dessous de Juste en l'OVNI. dessous? Ouais. Qu'est-ce qu'on a au niveau du parking? Ah ben il y a quand j'y suis allé, c'était encombré de troncs d'arbres, mais sinon c'était en dessous, ben, il y a la maison forestière. Il y a la maison forestière. Et qu'est-ce qu'il y a sur le parking? Tu t'en souviens plus? Moi c'était encombré C'est encombré. Il y de a un bois. calvaire. Il y a un calvaire Ah chrétien. oui, il y a un calvaire, bien Il y a un sûr, calvaire à la chrétien, c'est pointe ça. du parking. Oui. Et si tu traces un trait effectivement sur mes ley lines, parce que moi j'ai toutes les cartes des ley lines du Nord France, région parisienne, j'ai tout le nord de la France et toute la région parisienne jusqu'à la Bretagne de ley line. La butte de Rost est traversée par deux ley lines qui se croisent. Elle se croise à hauteur d'une fontaine qui est au sommet de la butte, d'ailleurs où les gens vont prendre de l'eau. Et si on descend, qu'on suit la ley line, dans le village, j'ai eu la chance, juste avant de monter à Ravilliers, la dernière petite ruelle, en fait, je l'ai prise. Il y a une chapelle mariale. Alors, tout en haut de la butte, dans le bois, quand on prend le chemin qui longe la maison forestière, il y a Mhm. un endroit qui s'appelle le trou de l'enfer. Oui, parce que ça marque une ley line. Le trou de l'enfer, le chemin au loup, Gargantua, tous ces noms-là sont des noms qui marquent les territoires riches au niveau de ces ley lines, du passage de ley line. Donc ce que tu me dis, je ne le savais pas, mais ça ne m'étonne pas. Le trou de l'enfer ou le diable, on dit le trou du diable ou autre chose, c'est toujours référence à des ley lines. Ça, c'est un truc qui est récurrent. Donc, si tu redescends, tu repars du parking où il y a le calvaire, tu descends tes deux virages là, et à un moment, tu as une petite rue sur la droite, quand tu redescends, tu t'arrêtes, et moi, je tombe devant une chapelle mariale. Et un monsieur qui sort de la maison, il dit, mais vous faites quoi, monsieur? Ah, je lui dis, moi, je suis fan des petits sites historiques, et il y a une petite chapelle, j'adore. Mais il dit, vous savez quoi, monsieur, j'ai la clé, je vais vous faire visiter. J'ai eu de la chance, hein. Donc, j'ai Mhm. pu visiter l'intérieur de la petite chapelle de la Vierge.
Voilà, on guérissait les lépreux, je crois. On a encore de nouveau la présence de sites mythologiques ou religieux très ancrés. C'est pas anodin ce lieu. Il n'est pas anodin sous plusieurs critères. Tout a été choisi par cette suprafaune pour nous donner un cas d'école que nous allons pouvoir lire et relire jusqu'à temps que nous ayons tous les critères qui nous permettront de comprendre leur nature et pourquoi ils sont venus ici. Voilà, c'est pour moi un cas qui est génial parce qu'il est pas loin, il est dans mon coin, j'ai pu aller le voir, j'ai trouvé la station de pompage dont personne parle, la chapelle dont personne parle, les ley lines, toutes ces choses-là en fait n'avaient pas été vues. Et il faut savoir qu'il y a eu un cas de dogman dans cette forêt. Et c'est la jeune fille, quand elle était bébé, vous vous souvenez l'histoire de la petite fille qui avait peur de son petit robot, il s'est passé à BTLV, ça. Vous vous souvenez? Non. Non. Bon, en tout cas, elle a expliqué qu'étant petite, ben, effectivement, elle avait eu très peur. Elle avait 3 4 ans, je crois. Plus tard, elle a expliqué sur BTLV qu'il y avait bien une créature, il y avait bien un dogman qui était passé. Il y avait une créature qui était passée dans la forêt. Donc, encore un lien entre dogman et ovni. Ce qui montre une espèce de point commun entre tous ces phénomènes, parce qu'ils utilisent les mêmes milieux pour apparaître, parce que ces milieux créent une porosité qui permet d'aller sortir derrière le poilon. Oui, c'est ça. Il y a une émission avec Bob et Jocelyn. C'est ce que dit Julia, la petite fille devenue adulte. Voilà, je me permets parce que je vois la remarque. On peut passer à la suite si tu le souhaites, Oui. Patrice. On nous parlait des tachyons. Donc c'est très intéressant. J'ai voulu vérifier ce qu'était le tachyon. Et le tachyon, en fait, en physique, on nous explique ce que c'est. Il y a une descente d'énergie du plan supérieur. Le tachyon arrive à l'observateur et on a l'impression que le tachyon, il se sépare en deux à la fois parce que, en fin de compte, il y a une perte de repère d'espace-temps. Et puis à un moment, il va accélérer sa vitesse à tel point qu'à un moment, la matière n'existe plus, son temps s'accélère jusqu'à temps de devenir exponentiel et il disparaît. Le tachyon, en fait, c'est l'explication de comment l'OVNI rentre et comment il ressort. En fin de compte, c'est comme ça que l'information a été donnée en quelques mots, parce que malheureusement, un témoin qui se trouve dans cet état-là de confusion psychique et confusion mentale, il n'est pas à même de tout retenir. Donc, quelques mots uniquement, des mots-clés, nous permettent de retrouver une cohérence dans ce qui est arrivé. J'ai fait à côté en parallèle un schéma. Alors, c'est un schéma théosophique hein, de ma composition, de mon explication, qui permet d'expliquer, en fin de compte, un schéma trinaire. Alors, ça va ressembler à la fois à ce qu'on appelle la Trinité en religion, mais aussi sur la théosophie. En fait, on a le qualon qui est le principe matriciel, qui va permettre au principe psychique, qui est le principe du Père ou Shiva, de prendre forme dans l'espace et le temps. Puis ensuite, le Fils, en fin de compte, qui est ni plus ni moins que la création de la réalité, avec les planètes, les soleils, et puis en mélange fractal, en fin de compte, sur des planètes, d'autres êtres qui sont de plus en plus petits, mais dont la vie est toujours identique et qui va permettre d'exister. Ça, c'est ce que j'explique dans la partie 1 de Qualon. Je suis obligé de poser une base théosophique et théorique assez forte pour ensuite dépeindre au fur et à mesure des 3 autres parties du livre les cas terrains tels que je vous les ai dépeints. Donc je ne vais pas plus loin pour ne pas perdre les gens sur le principe trinaire du Qualon, mais sachez que derrière, il y a un travail très fourni qui a duré 3 années, 3 ans après avoir vu mes 2 ovnis en 20 minutes. J'ai travaillé seul pour vous amener ça ce soir et essayer d'amener mon point de vue, qui n'est pas la vérité, qui est ma vérité à moi, qui est sûrement susceptible de changer peut-être 5 ans. Dans 5 ans, j'aurai sûrement encore avancé là-dessus. Les bases seront là, mais j'avancerai plus loin. Voilà. Et ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Si on peut aller un peu plus loin, je ne sais pas s'il y a encore quelques. Voilà. Donc dans mon livre, bah, je vais reprendre sous Pour l'angle du avancer Qualon. un petit peu, oui, Ouais, vas-y. Hmm. tout ça, vous regarderez, vous arrêterez, ils mettront en pause les gens pour lire tous ces cas-là, pour qu'on passe à autre chose. Ok. Je parle de tous ces cas et vous pouvez me retrouver ben, sur Facebook. Je suis disponible toujours sur Facebook, Messenger, un peu Instagram. Mon livre est disponible soit sur mon Facebook directement, il y a un lien, ou sinon vous prenez contact avec moi, c'est moi qui les envoie en fin de compte. Et sinon, il est sur Amazon parce que malheureusement, les maisons d'édition, quand j'ai commencé à vouloir écrire, j'ai jamais réussi à intéresser les gens. Donc j'imagine que tout ce que je viens de vous présenter là n'est pas intéressant. Maintenant, ça va très bien sur Amazon, j'ai besoin de personne.
tout va bien, je suis libre et j'ai des gens comme toi qui me font confiance, donc ben, je viens expliquer. Et vous pouvez suivre mon actu. J'ai un groupe spécifique qui s'appelle Suivre Bragi Belovac, puisque je le dis ici, à partir du mois de septembre prochain, moi, j'essaye pas d'exister médiatiquement. Septembre prochain, je disparais, vous me verrez plus. Et je vais repartir dans mes recherches et peut-être que dans 3 ans, je reviendrai avec un travail concret et sérieux à vous présenter. Eh bien, je pense que c'est le mot de la fin, c'est ça? Tout à fait. Ben, merci, bravo. Merci, Patrice. Bravo pour le travail, bravo pour cette énorme synthèse.